Nicolas, tu vas être à l'image là. Hop là. Ah. Ok. Sur les écrans. Attends, normalement on va être bon là. Ah, attendez, il y a le... Bonsoir tout le monde, est-ce que vous nous entendez dans le chat? Bonsoir à tous. On va regarder un petit peu le chat, on va voir ce qui se dit. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nicolas, à tous. est-ce que tu m'entends bien? Alors, On t'entend à la perfection, Kevin. Tu m'entends à la perfection? Ben, moi aussi. Et donc, qui avons-nous ce soir? Si tu reconnais quelques noms, je t'invite à dire bonsoir. On a Cam. J'en reconnais beaucoup. Il y a déjà des fidèles et de l'émission et de Plongée Tech Marseille. Je pense à Kamel, à Loïc. Bonjour à vous les amis, bonjour Camille. Donc, bonsoir à vous tous. Ce soir, je vais me permettre de faire l'introduction de l'émission de ce soir. Et ensuite, comme tous les soirs, Nicolas va développer un petit peu, même complètement le sujet. Et je serai un petit peu la personne candide qui posera des questions un petit peu vagues. Et je ferai un petit peu le lien avec le chat. Donc, pour rappel, pour ceux qui viendraient là pour la première fois, le principe de Radio Tech Marseille, c'est de faire des émissions où nous allons aborder des sujets un petit peu plus techniques sur la plongée. Moi, je parle de plongée récréative et Nicolas Sexic, lui, spécialisé plutôt en plongée technique, en plongée tech. Et on va développer ce soir le concept du what if. Alors, si j'ai bien compris, mais je t'invite à me reprendre, le concept du what if, ça nous vient un petit peu d'un autre corps de métier qu'on va découvrir durant le live et qui consiste à améliorer en quelque sorte la redondance et la sécurité de nos plongées. Alors, la notion de what if qu'on va aborder pendant cette émission, j'imagine que tu veux faire référence à l'activité aéronautique. Je le mettais en teaser pour plus tard. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est effectivement une activité qui reprend volontiers à son compte la notion de what if, parce que c'est un peu le fondement de la gestion des incidents, mais ça se retrouve dans bien des milieux. Ça se retrouve dans l'industrie, on pourrait penser à l'industrie chimique, donc il y a bien des domaines dans lesquels ça se retrouve, mais nous on est très attachés à cette notion-là. Alors c'est une notion que on pourrait développer dès le plus jeune âge en plongée dans toute la pratique, mais de toute façon elle devient absolument incontournable lorsqu'on parle de plongée technique, parce qu'elle nous permet, quand on aborde des plongées un petit peu plus complexes, par la force des choses, on se retrouve dans l'obligation d'utiliser aussi du matériel qui va devenir également un peu plus complexe et qui nécessite, par la force des choses, quelques précautions, une connaissance technique qui va permettre ensuite de disposer de plus de ressources pour affronter des situations d'incident. Alors, ça va être le sujet de ce soir, donc j'espère que ça va vous intéresser. Pour information, moi, ça fait partie des sujets que j'avais le plus envie de traiter avec vous. Mais avant ça, je crois comprendre, Nicolas, que tu voulais qu'on aborde un autre sujet. Donc, je vais te laisser la parole. Je vais juste m'assurer dans le chat que tout le monde ait un bon audio. Est-ce que la qualité audio est bonne? Est-ce que tout est bon pour tout le monde? Juste, on attend quelques secondes d'avoir les réponses de tout le monde. On repasse en grande caméra. Donc on a un dernier message de Lucienne. Salut ici. Bonsoir Mimi. Est-ce que le son est bon? Tout roule? Moi de mon côté, en tout cas, il est excellent. Je t'entends très très bien et j'ai aucune difficulté à lire toutes les informations parvenant du chat. Très bien. Bah pareil ici, donc c'est top. Et sache qu'on a 74 spectateurs en simultané pour l'instant, ce qui est très bien. Je vous invite au passage, excusez-moi de forcer un peu avec ça, mais ça fait la différence, à tous cliquer sur le pouce en haut. Pourquoi? Parce que ça permet d'améliorer le référencement de la vidéo sur YouTube et c'est important. Donc tout le monde est fort et clair, on va passer en visionnage. Je pense que tu veux que je montre une ou deux photos de ton ami. Alors, ou... je te propose de revenir, sur la présentation. Moi, je voudrais profiter de cette vidéo, d'abord, premièrement, pour vous dire tout le plaisir que j'ai de me retrouver ici auprès de Kevin pour aborder ces sujets qui sont des sujets qui nous passionnent, mais qui nous passionnent éminemment et sur lesquels on a au quotidien le souci de transmettre avec
autant de précision et d'exigence que possible. Et alors c'est un peu le cœur lourd que je veux dire un mot sur un fait tragique qui s'est déroulé ces jours-ci. Mais je voulais absolument commencer cette émission en ayant une pensée très tendre pour un copain, pour un ami plongeur qui malheureusement a fait les frais d'un accident de plongée ces jours-ci, à l'occasion d'une plongée en environnement souterrain. Et donc je voulais ce soir lui rendre hommage et avoir une pensée pour lui et déjà lui dire à quel point il allait manquer à toute la communauté des plongeurs et à quel point c'était une personne pour laquelle on avait tant d'admiration à la fois pour ses qualités humaines que pour sa grande expertise de plongeur. Donc Patrice, une tendre pensée pour toi et pour tes proches et on va faire en sorte d'honorer ta mémoire aussi longtemps que tu le mérites et tu le mérites. Voilà. Merci pour cet hommage. S'il y a des personnes qui veulent rajouter quelque chose dans le chat, c'est le possible aussi, c'est le moment. Et bah écoute, je suis content que tu aies pu passer ce message. On va maintenant avancer au sujet suivant. Absolument. Alors, je te propose, Kevin, que tu passes à la suite pour que on pose une question initiale à tous nos spectateurs, nos auditeurs ce soir, sur la notion de what if. La notion de what if, on utilise un anglicisme pour en parler, le what if, qui veut également dire que faire si, et interroger le chat pour leur demander qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Quelle est la définition potentiellement que vous pourriez en faire? Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous êtes peut-être pratiquant ou pas? Et ensuite, on va en parler, on va détailler cette notion et voir ensemble de quoi il s'agit et, euh, et puis faire évoluer votre connaissance sur le sujet. Bah, on va faire déjà un tour de table. Qui a déjà entendu parler du what if? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Et est-ce que tu voudrais bien reculer un petit peu du siège en fait? Parce que là, il y a Ouais. voilà, là c'est parfait. Bon, peut-être là t'es un peu trop reculé, mais ça ira. Ah, après, je fais de mon mieux. Hein. Très bien, là c'est parfait. Donc oui, le chat, bon, transition un petit peu abrupte, mais on va justement se centrer sur le sujet. Qu'est-ce que c'est le what if pour vous? Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert chez toi, Nicolas, comme plein d'autres trucs. Donc effectivement, Marcel, que faire si? Donc alors, pour ceux qui en ont entendu parler, est-ce que vous pourriez nous aider à rebondir et éventuellement nous donner des petites pistes ou des petites définitions de votre vision du what if pour voir si ça colle à la nôtre et pour voir si on peut développer ensemble sur ces points-là. Toi, le what if, c'est quelque chose que tu as été amené à développer par toi-même, par l'expérience, ou ça a été issu d'un enseignement? Alors, la notion de what if, elle est dans la pratique de la plongée technique, elle est quasiment philosophique. C'est-à-dire que au début, on en entend parler comme d'une notion un peu conceptuelle. Après, ça devient quelque chose qui s'impose à nous lorsqu'on commence lors de nos premières plongées à rencontrer les premières galères et on se dit, oh là là, ça je veux plus. Et donc, il faut que j'aborde mes plongées un peu différemment, que je réfléchisse, que je crée les conditions pour que désormais mes prochaines plongées se passent bien et que dans l'hypothèse où quelque chose ne se passerait pas exactement comme je le souhaite, que je puisse avoir des ressources, avoir réfléchi à la question pour que les choses se passent mieux et que je puisse affronter les éventuelles situations d'incident. Tu as pu voir quelques commentaires là qui sont sortis, je les trouve assez intéressants. On a notamment Mabel qui nous dit tout simplement c'est connaître la réponse que l'on doit connaître s'il arrive tel ou tel souci. On a Cam aussi qui a toujours des réponses très pertinentes. Absolument. Alors, je te propose éventuellement, pour qu'on commence à confronter les réponses qui sont faites par le chat et ce que je vous avais préparé, de passer à l'image suivante. Le what if, c'est l'ambition du what if, l'objectif ultime du what if, c'est d'approcher le risque zéro.
Alors le risque zéro, vous me direz, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en plongée, ça n'existe pas dans la vie de manière générale. Mais là, l'ambition, du moins, et moi c'est un peu ma philosophie de pratique, c'est que on fait des plongées profondes, on fait des plongées engagées, des plongées qui sont complexes, avec beaucoup de complexité. Mais pour autant, on ne pratique pas comme des têtes brûlées en se disant moi je veux aller le plus profond possible ou le plus longtemps possible et on verra ce qui se passera. Pas du tout. L'idée, c'est que moi, mon ambition ultime, c'est de me dire que je pratique la plongée à 100 ou 120 mètres en prenant moins de risques qu'un open water à 15 mètres de profondeur. Et ça passe évidemment par un certain nombre de précautions, de travail, de dispositions qu'il faut prendre. Et les what if en font totalement partie. Si on devait résumer tout le processus de réflexion autour des what if, il s'agit d'une analyse de risque. Une analyse de risque, c'est un processus de réflexion qui vise à lister de manière totalement exhaustive, ou le plus exhaustif possible, tous les risques possibles, probables, qui pourraient survenir dans une pratique donnée. Alors là, en l'occurrence, le sujet qui nous intéresse, c'est la plongée. Mais dans la plongée, il y a différentes pratiques. Il peut y avoir la pratique dans l'eau très froide, il peut y avoir la pratique dans des endroits où il y a beaucoup de courant, la pratique en souterraine. Ce n'est pas les mêmes environnements, ce n'est pas les mêmes risques, et ce n'est pas du coup les mêmes préoccupations et les mêmes procédures à imaginer. Dans un processus de réflexion sur les what if, il y a les what if très spécifiques et puis il y aura toujours les what if génériques qui sont ceux qu'on va rencontrer dans la pratique de la plongée en général et de la plongée tech en particulier. Donc cette analyse des risques, c'est une analyse qu'on fait en formation et sur lesquelles on amène les plongeurs à réfléchir sur quels sont l'essentiel des problèmes qu'on est susceptible de rencontrer, pour ensuite apporter pour rédiger des procédures qui sont formalisées. L'idée, c'est de ne pas se dire, et c'est pour ça que j'aimais bien l'image précédente où on voyait ce commandant de bord dans un cockpit d'avion. Si on devait utiliser une image presque un peu cinématographique, on imagine mal, dans l'hypothèse où vous avez un commandant de bord qui est dans son cockpit et qu'il a tous ses voyants qui s'allument avec l'incendie du moteur numéro 2 de son avion. On imagine mal le commandant de bord se mettre à hurler et à se jeter par un hublot avec un parachute, en laissant les 300 personnes derrière en train de gueuler. C'est pas envisageable. Et ben nous, c'est un peu la même idée, quoi. C'est que quand on est en plongée, il n'y a pas de place. Il peut y avoir de la place, mais il n'y a pas beaucoup de place dans la gestion de crise pour la gestion émotionnelle et pas beaucoup de place pour l'imagination et pour la créativité. C'est-à-dire que pour les problèmes les plus basiques, il faut déjà disposer de la ressource et d'avoir formalisé un certain nombre de solutions à des problèmes donnés en ayant rédigé des procédures. Et ben dans le cas d'un commandant de bord qui a un problème d'incendie sur un moteur, qu'est-ce qu'il va faire? Sa procédure, s'il prend son classeur page 42, va lui imposer de couper l'arrivée de kérosène sur son réacteur, d'envoyer les extincteurs sur le réacteur, et ensuite de router le carburant sur l'autre réacteur et d'augmenter la puissance, et enfin peut-être de contacter la tour de contrôle pour pouvoir faire un atterrissage d'urgence. Nous, c'est un peu pareil. C'est dans un certain nombre de situations qu'on aura définies, on veut avoir rédigé et imaginé une procédure très spécifique pour ensuite l'appliquer dans les meilleures conditions sans avoir besoin d'improviser. Sauf si tu as des questions, Kevin, je peux poursuivre dans la démarche, ou alors on peut déjà voir un petit peu ce que dit le chat. Alors, moi, tu peux jeter un coup d'œil sur le chat. Moi, j'ai une question qui me semble un petit peu candide, mais qui est, je pense, importante. Comment est-ce que on identifie un risque et ensuite comment est-ce qu'on identifie ses gravités? Tu vois, dans une logique, effectivement, il y a plein de risques possibles en plongée. Je les visualise très bien. Mais est-ce que autour du what if, il y a une réflexion justement sur le risque en lui-même et une sorte d'échelle de niveau et de bénéfice-risque de solutions à apporter? Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, dans l'échelle de la gravité des incidents qui peuvent nous prendre au nez en plongée, la liste est longue et il y a des sujets qui sont critiques qu'on abordera juste après quand on va parler de la notion de gestion de stress. Et ça me paraît être un prérequis important à tout ce qu'on va se dire. Mais il y a évidemment des sujets sur lesquels on ne peut pas transiger. Je m'explique, par exemple, la notion de perte de masque.
C'est-à-dire que depuis le début, en plongée, on apprend à faire le village de masque, et c'est une chose. Quand on s'aventure dans des environnements très, très hostiles, avec peu de visibilité, avec beaucoup de décompression, de la navigation labyrinthique, des choses comme ça, euh, le plongeur qui ne serait pas capable de faire un changement de masque évidemment pas, ne peut pas évoluer dans cet environnement-là. Et donc, sa capacité à gérer cet incident-là doit être absolument maîtrisée. Donc, dans ces conditions-là, on se doit de lister un certain nombre de sujets qui sont des sujets cruciaux pour être certain qu'on a une capacité à les gérer. Bien sûr qu'après, il y a des choses très exotiques qui peuvent se produire. Quand elles sont rares, est-ce qu'elles doivent faire l'objet d'un entraînement spécifique? Je ne sais pas. En tout cas, après, il y a le bon sens qui va s'imposer, qui va permettre de gérer un certain nombre de situations. En tout cas, dans la liste des what if, si jamais je devais lister les incidents les plus courants, ils sont de toute façon hérités des retours d'expérience. Et c'est ce que je veux. J'y viendrai par la suite. Mais qu'est-ce qui nous a amené à nous poser ces questions-là? C'est ceux qui ont expérimenté, qui ont vécu, qui ont fait les frais de situations d'incident pour certains, ou alors de ceux qui ont cette capacité justement à se projeter, à mentaliser certaines plongées pour imaginer toutes les situations d'incidents potentiels qui pourraient se produire. Et si on fait preuve de créativité, la liste peut être longue, mais elle peut être, on va voir, rationalisée à certaines procédures courantes. On va continuer, mais je vous invite à nouveau à être actif dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions. C'est aussi tout l'intérêt des lives. C'est ce qui nous permet de rebondir, d'interagir et éventuellement de répondre à des questions que vous vous êtes posées. Il n'y a pas de questions bêtes, on est d'accord là-dessus. La seule question bête, c'est celle qui a jamais été posée. Donc, bon, si, en fait, il y a des questions bêtes. Mais n'ayez pas peur de poser des questions. Il n'y a aucun problème. Donc on va continuer ensuite sur le stress, sauf si tu veux ajouter un autre point. Alors oui, là, moi je voudrais juste revenir sur tout le concept du what if, qui est donc un processus de réflexion, hein, qui commence par l'analyse des risques, qui ensuite passe par la formalisation des procédures associées en réaction à ces risques. Donc là, on est toujours au stade conceptuel, c'est-à-dire à la réflexion. Toutes ces procédures, elles n'ont pas de sens si elles n'ont pas été testées, si elles n'ont pas été réalisées sous l'eau de manière opérationnelle et qu'on n'a pas essayé cette procédure pour vérifier que peut-être il y a un détail qui passe pas et qu'il faut le faire d'une autre façon. Ensuite, une fois qu'on a testé ces procédures, qu'on a vérifié qu'elles fonctionnaient, et donc là, je suis en train de sous-entendre que ces procédures, il faut les avoir ingurgitées et intégrées au cours d'une formation ou alors au cours d'un entraînement personnel, mais en tout cas, il faut l'avoir mis en œuvre pour être sûr que ça fonctionne. Ensuite, c'est pas parce qu'on a réussi une fois cette procédure qu'on est capable de la réaliser ad vitam aeternam et que sa bonne réalisation va être acquise à jamais. Non, pas du tout. On est tous égaux là-devant. Moi, le premier, quand je fais des procédures, il y a toujours une période dans l'année où je m'entraîne, où je m'assure que j'arrive à le réaliser. Sinon quoi, le jour où j'en aurai besoin, je serai plus capable de le faire. Donc le recyclage que vous faites de manière autonome ou alors sous contrôle, c'est une approche qui est absolument déterminante dans votre maîtrise des what if pour être sûr de pouvoir le faire. Ensuite, je t'en prie, Kevin. Excuse-moi, sans rentrer trop dans les détails, parce qu'il y a plusieurs personnes qui auraient juste besoin de visualiser au moins un exemple. Après, on va vous montrer des cas concrets. Mais si tu peux nous donner un exemple. Alors, je ne sais pas si Phoenix avait entendu le masque, mais peut-être donner un exemple concret. Il y avait le masque, mais il y en a un autre qui est un grand classique du plongeur, c'est la gestion de la panne d'air. Alors la gestion de la panne d'air, c'est je expérimente moi-même une panne d'air ou alors mon binôme se retrouve en situation de panne d'air. Comment est-ce que je vais réagir à ça? Est-ce qu'il s'agit uniquement de tendre un étendeur et l'affaire s'arrête là? Non, c'est plus complexe que ça. Il faut le tendre dans le bon sens, assurer que la personne qui le récupère ne boit pas la tasse, qu'ensuite on arrive à lui faire finir la plongée dans les bonnes conditions pour regagner la surface, éventuellement se déplacer au fond. Donc tout à l'heure, on aura quelques images d'illustration là-dessus, mais cette image-là, le what if de la panne d'air, surtout dans le cadre de la plongée technique où on peut être amené à évoluer dans des environnements qui nécessitent un long déplacement horizontal avant de regagner la surface ou dans des zones très étroites et donc qui va nous amener à utiliser du matériel spécifique en tech, donc comme les configurations avec les tuyaux longs, les configurations d'IR, ça il faut l'avoir travaillé. On ne peut pas se dire voilà, j'ai un tuyau long et le jour où il y aura une panne d'air, je verrai ce que je vais faire. Non, il y a un geste très précis avec une gestuelle à maîtriser, à respecter pour que les choses fonctionnent et qu'on puisse finir dans les meilleures conditions.
Oui, parce que là, je me permets de rebondir. C'est pas parce qu'on a le matériel qui nous permet de rentrer dans la logique du what if qu'on règle le problème. Il faut aussi la compétence et c'est là où passe toute la partie entraînement et drill. Avoir un Longos, Absolument. c'est bien, mais si tu sais pas l'utiliser, bah, en fait, c'est pire. Voire même, exactement. À l'inverse, l'équipement seul ne suffit pas, mais une mauvaise utilisation d'un équipement qu'on maîtrise pas peut devenir encore pire. Ça peut devenir vraiment un piège de par son poids, son encombrement, sa complexité. Et donc, on se doit d'accompagner toute utilisation de matériel nouveau permettant d'atteindre des objectifs nouveaux par une phase d'entraînement et d'appropriation. Younif, qui est une débutante en plongée, nous demande si la panne d'air est un accident qui arrive assez souvent en plongée technique. Alors, la panne d'air, il faut bien distinguer ce qu'est la panne d'air. La panne d'air, si c'est ce qu'on appelle la panne sèche, normalement, ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver parce qu'on doit monitorer ces instruments de plongée régulièrement. En revanche, un détendeur qui dysfonctionnerait, qui pourrait laisser passer autant d'air que d'eau, ben ça, ce sont des choses qui peuvent arriver, qui pourraient d'ailleurs arriver pendant la plongée parce que à force d'avoir frotté quelque part, et ben, il y a un truc qui s'est desserré. Donc, c'est pas une situation qui est hyper courante, mais elle peut se produire. Et en tout cas, on doit toujours disposer de tout l'équipement permettant d'affronter cette situation et du sang-froid permettant d'appliquer la procédure pour sortir de là. On va finir Je, par la question de Recon et ensuite on peut aller sur le stress, si tu veux voilà, bien jeter un coup d'œil. et je me permets juste, avant qu'on passe à la suite, là je viens d'expliquer une démarche qui vise donc à lister des incidents, à savoir comment réagir, à être capable de l'appliquer sous l'eau. Cette démarche, cette réflexion, elle doit aussi et surtout nous amener la meilleure façon de ne pas avoir à gérer des problèmes, c'est de ne pas avoir le problème. Et donc d'aussi se sensibiliser intellectuellement sur comment faire pour que tous ces problèmes ne puissent pas se produire. Et donc, une bonne connaissance du what if doit passer par une forme de vigilance de tous les instants qui va développer une capacité à prévenir et à faire de la prévention pour ne pas avoir à gérer les problèmes. Une plongée qui se passe bien, c'est une plongée qui sera toujours mieux qu'une plongée où on a géré des tas d'incidents, même si on aura gagné de l'expérience. Donc, de manière générale, développer ses what if, c'est aussi développer son sens de la vigilance, quoi. Absolument. Et les points qui sont importants avant qu'on commence, c'est qu'il faut bien comprendre que dans les what if, la démarche de travail du what if vise à s'interdire l'improvisation totale. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir puiser dans un arsenal de solutions, dans une boîte à outils qui nous permet de sortir des problèmes, mais ça ne doit pas être, dans tous les cas, l'improvisation à coup sûr. Que l'on dispose d'une capacité à improviser pour trouver un certain nombre de facilités à la marge, on peut le faire, mais on ne peut pas tout improviser, donc c'est pour ça qu'on veut, de manière froide et métal, avoir la capacité à mettre en œuvre des procédures simples. Aussi, la statistique dans le domaine des accidents de plongée, et notamment en plongée technique, elle est assez claire, c'est que ce qui blesse les plongeurs, ce qui tue le plongeur, ça n'est jamais un incident, c'est toujours l'accumulation de problèmes. Et donc la capacité à maîtriser les what if, c'est aussi la capacité à faire en sorte que si un problème se produit, crac, immédiatement, j'arrive à l'isoler, à le résoudre, et je m'interdis la possibilité de poursuivre ma plongée en étant déjà en situation de handicap ou en situation d'incident. Parce que ça va être l'accumulation d'incidents, c'est la loi de Murphy, l'accumulation de problèmes qui risquent d'amener à l'accident. Et ça, on se l'interdit absolument. Et donc, à ce titre, il faut impérativement conserver une grosse capacité d'analyse pour créer toutes les conditions pour bien analyser l'environnement dans lequel vous allez évoluer et avoir des what if qui soient pertinents. Ouais, je suis content que tu dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup mis en avant sur toutes les vidéos d'incidents où j'expliquais justement que le problème n'arrive pas par surprise comme ça, boum, c'est toujours une accumulation de petites choses qu'il faut monter la jauge de stress en quelque sorte et quand elle atteint un certain niveau, ça devient fort problématique. Et justement, Absolument. ça va nous faire une transition pour le stress. Qu'est-ce que tu en dis? Transition parfaite, effectivement. C'est que quand on parle de procédure, quand on parle d'application de procédure, ça veut dire qu'on est en train de raisonner avec un cerveau qui fonctionne. Qu'on a toute faculté, toute capacité à analyser ce qui se passe, à prendre les bonnes décisions, à puiser dans les ressources dont on dispose. Mais ça, c'est pas toujours facile.
parce que la situation d'incident peut, en fonction de sa gravité, en fonction de la sensibilité individuelle du jour, la sensibilité intrinsèque du plongeur, développer une sensibilité qui va affecter, la capacité de jugement du plongeur. Et donc, à ce titre, toutes ces procédures ne peuvent être appliquées que si on conserve le niveau de stress acceptable, celui qui permet de réagir vite, mais de réagir bien. Et gérer son stress, c'est pas un truc, c'est un truc qui peut être inné, mais on peut aussi avoir un gros potentiel de stress. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très stressé, souvent très anxieux. Et il n'empêche que sous l'eau, j'essaye d'apprivoiser mes pensées pour être le plus organisé possible et essayer de me structurer. Et ça, certainement que, quel que soit le niveau initial de stress qu'on a, on peut parvenir à quelque chose moyennant de la méthode. Et moi, j'aimerais vous suggérer une méthode pour gérer le stress sous l'eau et avoir une approche rationnelle de votre situation sous l'eau et sortir du stress. Et pour ça, j'aimerais poser au chat une question. C'est, à votre avis, quelles sont les grandes priorités d'un plongeur sous l'eau? Qu'est-ce qui est absolument déterminant pour sa survie sous l'eau, pour sa sécurité? Quelles sont les priorités que tout plongeur se doit de respecter dans toutes ses décisions, dans tous ses faits et gestes? Alors peut-être que toi, Kevin, déjà, tu as une idée sur cette question. Déjà avoir des palmes de la même couleur que son masque, c'est très important, c'est la classe. Mais non, Absolument. blague à part, excuse-moi. Pour moi, déjà, dans un premier temps, si on parle de plongée, ça va être tout simplement s'assurer d'avoir un approvisionnement en air. Absolument. C'est la plus grande des préoccupations, c'est que tout problème de respiration sous l'eau doit être résolu dans un intervalle de temps qui va être extrêmement court. Si vous n'avez pas de quoi respirer confortablement, durablement, c'est une affaire de secondes. Et ces secondes-là, elles sont cruciales parce qu'au-delà, après, tous les autres problèmes vont devenir sans importance. Donc, la première des préoccupations que doit se poser un plongeur sous l'eau, s'il rencontre une difficulté, c'est répondre à la question: est-ce que j'ai de quoi respirer de façon durable, confortable, pour poursuivre ma plongée? Et à cette question, il doit apporter une réponse dans les quelques secondes. Peut-être dans ses propres ressources, peut-être dans les ressources du binôme. En tout cas, il n'y a jamais de temps à perdre quand il s'agit de la respiration. La solution doit être trouvée dans les quelques secondes. Une fois qu'on a trouvé une solution à ça, quelle va être la... Oui. Est-ce que tu voudrais juste refaire juste l'introduction, comme ça nous pourrons faire une coupe, parce que pour ceux que ça intéresse, on va faire des coupes de tous ces éléments-là. Donc est-ce que tu pourrais juste nous redire la phrase sur quelle est la priorité et comment gérer le stress justement en découpant au niveau des priorités? Alors, de manière méthodique, si on devait trouver un stratagème pour bien gérer son stress, il y a un certain nombre de questions fondamentales à laquelle il faut répondre. Ces questions, elles sont au nombre de 4. La première question à laquelle vous devez prioritairement de trouver une réponse, c'est la gestion de la respiration. Sous l'eau, si vous n'avez pas de quoi respirer de manière durable et confortable, vous allez rencontrer un problème insoluble dans les quelques secondes. Donc la première des priorités, c'est de résoudre le problème pour respirer quelque chose de viable, de confortable et de durable en priorité. Ça, c'est la première des préoccupations. Après ça, la deuxième préoccupation, je suis en train de puiser un peu dans ce que je vois dans le chat. La deuxième des préoccupations, et là je fais référence à Adrien, c'est la gestion de la flottabilité, le maintien du niveau d'immersion. J'ai de quoi respirer. Ma deuxième obsession, ça doit être de m'assurer que je maintiens mon niveau d'immersion. Si je ne suis pas parfaitement stabilisé et que je suis en train de couler comme un caillou ou de remonter comme un ballon, ma situation ne va pas s'améliorer. Mais le problème de la flottabilité reste secondaire par rapport à celui de la respiration. Donc dans l'ordre, je gère ma respiration et je fais tout ce que je peux pour pouvoir maintenir mon niveau d'immersion et de retrouver mon point de neutralité. Une fois que je suis arrivé à gérer ces deux premiers points, je vais m'attaquer à la question de la décompression. Parce que je peux avoir de quoi respirer, je peux avoir de quoi me stabiliser correctement, mais si je finis à la surface trop rapidement, ou dans le non-respect de mes paliers et que je finis paraplégique, bon, j'aurais survécu, mais à quoi bon? Dans des mauvaises conditions, et ça, je veux pas.
Donc, ma troisième préoccupation, une fois que j'ai de quoi respirer, que j'arrive à maintenir mon niveau d'immersion, c'est comment je fais pour arriver à la surface en ayant respecté toutes mes procédures pour optimiser mes chances de ne pas me retrouver en situation d'accident de décompression. Ça doit être ma troisième préoccupation. Mais cette troisième préoccupation, elle est évidemment secondaire par rapport aux deux premières. La quatrième, en filigrane des trois premières, en réalité, ce n'est pas un quatrième point, mais c'est toujours en filigrane de ça, c'est que chacune de ces problématiques est plus simple à résoudre si je maintiens la communication et la cohésion dans ma palanquée. Si face à ces problèmes, je m'isole, je me retrouve seul, ou je suis en état de sidération et que je m'écarte du groupe, tous ces problèmes seront plus difficiles à régler. Et donc, j'ai tout intérêt à m'assurer que je maintiens toujours la communication et la cohésion dans ma palanquée pour venir à bout de cette situation-là. Ça, c'est les 4 grandes priorités qui s'imposent aux plongeurs. Dans la quatrième, quand je parle de la communication, indirectement, j'englobe aussi toutes les problématiques liées à la navigation et au retour surface dans les meilleures conditions. C'est que c'est sûr que si j'ai maintenu toutes ces conditions, mais que je me retrouve à sortir de l'eau à 4 km du bateau dans un endroit où on ne me retrouvera pas, ma situation ne sera pas top. Mais elle est évidemment secondaire par rapport aux premières problématiques qu'on a évoquées. Après, si tu te retrouves à la surface, au moins tu as réglé le problème de la respiration. Enfin, c'est d'autres problèmes, mais C'est vrai. il y a juste. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces différents points qui ont été abordés? Alors, je me permets de répondre à Jemio qui parle de la combinaison trop serrée qui peut provoquer une panique respiratoire. Certes, mais l'avantage justement de la combinaison trop serrée, c'est que c'est quelque chose que tu es censé pouvoir repérer déjà sur le bateau, voire même au centre de plongée en le testant. C'est l'exemple type de l'accumulation de problèmes. On va pas se retrouver avec une combinaison trop serrée par surprise à 40 mètres de fond. Ou alors, faut vraiment avoir été dans le déni pendant un moment. Alors, c'est pas une situation. C'est vrai que cette réflexion, elle peut faire sourire. Elle peut faire sourire, mais pour autant, on n'est jamais à l'abri de rencontrer des plongeurs qui, à un moment donné, se retrouvent en état un peu de sidération et avec l'esprit occupé par plein de sujets, ne se rendent pas compte qu'ils se mettent dans une situation inconfortable. Donc, le coup de la combinaison trop serrée, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, mais on a tous à un moment donné abordé une plongée en se disant là c'est pas top, mais j'y vais quand même. Et alors c'était peut-être avec une combinaison trop serrée ou avec des palmes trop grandes, et ça peut paraître tellement bête, mais pour autant à la seconde où on s'est engagé, après il faut aller au bout. Et donc dans une situation comme celle-là, est-ce qu'il y a un what if de la combinaison trop serrée? Je sais pas. Peut-être que c'est intéressant dans sa tête de se dire si un jour ça m'arrive et que je me sens pas bien et que vraiment qu'est-ce que je fais? Peut-être que je vais écourter ma plongée au plus vite en indiquant à mes binômes que ça va pas, me laisser de la possibilité de majorer ma déco parce que peut-être que j'arrive pas bien à respirer et que je vais stopper tout effort parce que cette difficulté de combinaison m'amène à respirer en m'essoufflant un petit peu et ainsi de suite, quoi. Donc tout est possible, mais et je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité face à ces questions, quoi. Je te remercie, puis je remercie le chat pour cette question, parce que finalement, en l'éludant, je vais aussi me rendre compte que oui, le squeeze peut poser un problème pour les semi-étanches. Donc, non, je retourne ma veste et j'aurais mieux fait de tourner ma langue plusieurs fois dans la bouche. Donc ça va être pour le stress. Est-ce que tu as d'autres conseils par rapport, en plus des 4 points pour le stress, des routines que tu mets en place, même avant la plongée ou... Alors pour le après, faire une routine à laquelle je suis très attaché, c'est que je crois beaucoup en la mentalisation. C'est-à-dire que toutes ces procédures, toutes les inconnus qu'on est susceptible de rencontrer pendant une plongée, peuvent se virtualiser, peuvent s'imaginer, peuvent se conceptualiser dans l'esprit. Et donc, les pilotes de la patrouille de France sont amenés dans leur salle de briefing à fermer les yeux, à bouger leurs mains comme s'ils avaient le manche en main pour faire leur manœuvre et à imaginer ce qui va se passer. Donc, votre capacité à mentaliser avec précision peut aussi vous amener à aborder virtuellement le risque au préalable de la plongée et donc du coup de l'avoir affronté, même si c'est virtuellement, vous l'avez déjà affronté, plutôt que de le découvrir sous l'eau. Et ça, c'est une méthode qui est très efficace. J'aime beaucoup reprendre l'exemple de l'aventurier Mike Horn,
que vous connaissez pour la plupart, qui s'était distingué pendant ses premières années d'aventure par une expédition qu'il avait baptisée Longitude Zéro, Latitude Zéro, Longitude, non, Latitude, Longitude, bon, l'un ou l'autre, où il avait parcouru la ligne de l'équateur. Et pour sa première phase d'aventure, il avait traversé l'Atlantique et il a traversé l'Atlantique en voilier, en n'ayant jamais fait de voilier avant. Il avait fait en tout et pour tout peut-être 2 séances de navigation en voilier sur le Léman avant de faire une traversée de l'Atlantique. Comment? En se plongeant dans des bouquins et en imaginant, virtualisant dans son esprit le fonctionnement d'un voilier dans toutes les conditions avec peu de vent, les conditions en tempête. Et il a fait le tour du monde de cette façon-là, quoi. Donc comme quoi, si si vraiment on pousse son esprit loin dans la réalité, on peut faire du travail virtuel quelque chose de très puissant pour affronter le stress. Est-ce que tu veux passer à la slide suivante? Allez, on peut. Alors, les incontournables. Alors là, pour les incontournables, là c'est peut-être le moment. Alors, ce soir, on est en train de parler de what if, on va pas aborder tous les what if. L'idée, c'est de vous expliquer un peu notre méthodologie de travail, ce que l'on enseigne, et d'aborder quelques grands classiques des what if. Et peut-être que tu pourrais, Kevin, nous Bien sûr. projeter ces images qu'on a faites un peu à la hâte ces jours-ci. Et les toutes premières qu'on avait faites, c'était vous expliquer comment est-ce qu'on va gérer le what if de j'ai un bibouteille sur le dos, parce que je m'engage sur une plongée difficile, et donc je préfère le bibouteille au profit d'un 15 litres. Et avec mon bibouteille, je me retrouve en situation de perte de gaz. J'ai soit un flexible qui a explosé, soit une fuite sur un détendeur, et je me retrouve en situation de perdre mon gaz. Situation qui pourrait d'ailleurs parfaitement se produire sur une bouteille classique de type 15 litres, mais là on va l'aborder à travers le bibouteille, et vous allez d'ailleurs comprendre en quoi la gestion de ce type d'incident sur un bibouteille est plus simple à gérer. Et donc, Alors, juste je un m'en instant, rapproche un peu. Hein. j'ai une saccade sur mon lecteur. Je vais essayer un autre lecteur. Avec VLC, ça saccade un peu. Et au pire, il y aura un petit peu de saccade, mais je pense qu'on va... Voilà, ça marche. Ce que je peux t'inviter à faire, c'est l'ouvrir aussi sur ton ordinateur. Et on la lance en même temps. Et quand tu me demandes de faire un stop, je fais un stop pour qu'on soit raccord. Je ne Ça vais pas te pouvoir va? faire tout ça. Je préfère je le Bon, regarde d'accord. sur le live en direct, si tu veux bien. Il va y avoir un décalage là. Ok. Parce que entre ce que l'on voit sur le live. Ou alors, attends, retourne sur Discord. Je vais te faire une projection Discord. Comme ça, tu vas voir en live de chez live. Tu retournes sur Discord. Regarde le Discord. Et je vais te partager. Je vais te partager. Hop, le projecteur. Avec une qualité vraiment basse. Mais au moins, tu verras. Ok, tu le vois? Ouais, j'y suis. Très bien. Comme ça, on va être synchro. Alors, est-ce que le chat, vous voyez bien Nicolas Sexicle avec son B12, sa belle combi Santi, ses détendeurs Alcyon, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Toujours un petit peu de placement de produit parce que faut pas oublier Bah, qu'on est des commerçants. on rigole, mais le choix du matériel, ça passe aussi dans les what if. Enfin, on n'achète pas n'importe quoi pour faire n'importe quel type de plongée. Absolument. Alors, je lance. Alors là, donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir réagir à une éventuelle situation de perte de gaz. Donc là, cette perte de gaz, elle pourrait se produire dans le cas où on a donc un flexible qui pète. C'est déjà aller trop vite, là, j'ai l'impression, hein, parce que je... Alors, c'est laquelle? C'est la 31. Là, c'est la paire de gaz où on va sous le bateau que tu veux? Donc la Non, dernière? la première où je manipule le bibouteille. Ben, la première, c'est la... Hop, la première, c'est la 31. C'est celle qu'il y avait. Attends, on va la remettre. Excusez-moi.
sont les aléas du direct. Ce sont les aléas du direct. Même les plus grandes chaînes télé, à un moment donné, en ont fait les frais. Alors, C'est toujours pas ça. Hein. oui, là, c'est le Nautilus, et on va aller à la dernière coupe. Voilà, je pense qu'on est sur celle-là. Donc, l'idée, c'est que dans l'hypothèse où vous vous trouvez en situation de perte de gaz liée à une fuite sur un flexible, une explosion de flexible ou n'importe quel élément de fuite de gaz. Donc là, je vous fais signe que j'entends dans mon dos une fuite de gaz. Je ne suis pas capable d'identifier où elle vient. Donc la première des procédures que je vais respecter, c'est de fermer mon isolateur central. Alors là, tu peux faire une petite pause, Kevin. J'ai fermé mon isolateur central. Alors on imagine, au moment de l'incident, j'ai 150 bars dans mon bibouteille. Et à la seconde où je constate que je suis en train de perdre du gaz, je suis en train de perdre du gaz sur mes 2 bouteilles, ce qui ne va pas m'aider à finir la plongée. Donc la première des précautions que je vais prendre, c'est de fermer l'isolateur de mon bibouteille. Pour le fermer, cet isolateur, il me faut pouvoir accéder au manifold, donc le robinet central, et de le fermer très rapidement. Et pour le faire, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 coups de poignet. C'est-à-dire qu'à la différence de tous les autres robinets de plongée, celui-ci, il est ouvert que de 2/4 de tour, pour pouvoir très rapidement le fermer. Et même si le reste de ma procédure est merdé, de toute façon, j'aurais sauvé la moitié de ce qui restait. Donc on peut imaginer que là, je fais 150 bars, je ferme ma bouteille. Donc il y en a une des deux dans laquelle il y a de toute façon 150 bars. Et tu peux poursuivre pour voir ce qui va se... J'ai fermé mon isolateur. Maintenant, la question se pose, c'est laquelle? La droite, la gauche? Je ne sais pas. Comment je fais pour m'en assurer? Je vais regarder mon manomètre. Et là, je vais me saisir de mon manomètre qui est fixé sur ma bouteille de gauche. Je le regarde et là, je m'interroge. Est-ce que mon manomètre bouge ou pas? Mon manomètre, il est OK. Ça veut dire que dans ma bouteille de gauche, il n'y a rien qui se passe. Donc, mon problème vient de la bouteille de droite. Je me mets en sécurité parce que ma priorité, c'est la respiration. Et je passe sur mon deuxième détendeur. Donc là, je suis en train de respirer sur mon détendeur de secours qui est relié sur ma bouteille de gauche, celle-là même sur laquelle mon manomètre indiquait que je n'avais pas de fuite après isolation. Donc là, je suis en sécurité sur une bouteille qui est totalement isolée. Mais très certainement que je suis en train de perdre du gaz sur la bouteille de droite. Et ce volume de gaz, je ne veux pas le perdre. Parce que potentiellement, il va me servir pour la fin de plongée. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Kevin, tu peux poursuivre. C'est que dès que je me suis assuré que c'était cette bouteille qui posait problème, je vais m'empresser de fermer mon robinet de droite. La bouteille est fermée. Là, je vois bien que j'ai plus de débit qui arrive. Donc là, maintenant, j'écoute, j'entends plus de bruit et je m'assure que je n'ai plus de fuite. Et là, une fois que ça s'est fait, alors si tu peux faire une petite pause, Kevin, Ouais. j'ai fermé ma bouteille de gauche. Je suis en train de respirer sur ma bouteille de gauche dans laquelle j'avais 150 bars. J'ai fermé ma bouteille de droite. Je ne sais pas quelle pression j'ai à l'intérieur, mais on peut imaginer par exemple qu'il me reste 100 bars. Donc 150 à gauche, 100 à droite. Mais là, pour le moment, je suis en train de respirer sur une seule bouteille de 12 litres à 150 bars. Ensuite, pour disposer de l'intégralité du volume restant dans la bouteille, je vais réouvrir mon isolateur, c'est ce que je suis en train de faire. Et là, je vais disposer d'un volume équilibré sur les 2 bouteilles, donc soit 24 litres. Et si j'avais 100 bars dans l'une et 150 dans l'autre, je me retrouve avec 125 bars dans un 24 litres. Et donc, avec une quantité importante de gaz pour finir ma plongée. La seule situation, finalement, à la fin, là, c'est que je ne dispose plus de mon détendeur principal. Donc, si je devais donner de l'air à quelqu'un, je ne peux plus. Mais par contre, mon bibouteille m'a offert la possibilité de pouvoir scinder mes volumes et potentiellement après de les remutualiser pour disposer d'un plus grand volume de gaz. Donc, cette procédure qu'on vient de vous montrer, là, le what if, de la perte de gaz fond, c'est un what if qui permet aussi de légitimer le recours aux bibouteilles dans les situations engagées parce que vous disposez d'un plus grand volume de gaz, mais aussi d'un volume de gaz qui est redondant.
et qui est redondant et donc qui vous permet de réagir à des situations de panne. Et je vois Benoît qui fait également référence à la situation de l'eau froide. Cette situation, ce recours à ce matériel-là, il est parfaitement indiqué dans tous les environnements où le risque de givrage est accru. Dans ce cas-là, vous pourriez appliquer la procédure de la même façon pour optimiser votre capacité à gérer la situation de panne de débit continu sur un détendeur givré. Alors, je réponds à Ben Verreg qui me dit, quand je dis que je peux continuer la plongée, alors c'est une bonne question, je te remercie de la poser. Quand je dis continuer la plongée, ça veut dire terminer la plongée. Dans cette logique de ne jamais accumuler les problèmes, si je me retrouve en situation d'incident, que j'ai une de mes bouteilles qui fuit ou un de mes détendeurs qui fuit, la plongée s'arrête. Et je m'interdis la possibilité de pouvoir continuer, parce que si je ne fais pas ça, et qu'un autre problème se rajoute à cet incident, je vais me retrouver dans l'incapacité de pouvoir y faire face, et donc je m'interdis de plonger et de poursuivre une plongée en situation d'incident. Tous les what if signifient de toute façon la fin de plongée. Vous avez des questions par rapport à cette première, premier exemple? Je peux poursuivre la vidéo Moi, je vais si tu veux, poursuivre la Kevin. vidéo. Voilà, donc là, vous voyez, je réouvre de 3/4 de tour mon robinet. Là, maintenant, dernière vérification, j'écoute. Est-ce que j'entends une fuite de gaz résiduel ou pas? Vraisemblablement, c'est bon. Donc, de toute façon, je signe la fin de plongée. On va remonter. Et je crée toutes les conditions pour pouvoir remonter en sécurité. J'accroche mon détendeur de manière à pouvoir remonter. Et c'est la fin de plongée pour remonter dans les meilleures conditions. C'est amusant, tu as vu, tu as une fuite sur ta cagoule, tu l'as remplie avec ton masque. Voilà, il n'y a pas de what if pour ça, par contre. Pour info, si ça vous arrive, je me permets juste, c'est rigolo, des fois il y a des plongeurs qui se retrouvent avec la cagoule complètement remplie. C'est lorsque votre masque laisse passer de l'air à l'intérieur de la cagoule. Ça fait ça. Bref. J'en profite pour remercier tous ceux qui nous accompagnent ce soir parce que je vois qu'on est 114 et c'est beaucoup d'honneur que vous nous faites d'être là présent pour écouter tout ce qu'on a à vous raconter. Tiens, on a une question d'Ereta avant de passer à la prochaine qui je trouve est intéressante. Comment tu impliques les buddies pendant cette panne? Il peut aussi aider au diagnostic, ça peut permettre remettre en place un détendeur si la faillure est downstream. Alors, il est effectivement possible dans ces cas-là, si vous avez un binôme efficace, avec une connaissance matérielle un peu développée, de trouver une solution. Ça pourrait être un joint de haute pression sur un manomètre qui s'est extrudé, auquel cas vous pourriez parfaitement fermer le robinet, dévisser le flexible, le resserrer à la main, remettre la pression pour que ça redémarre. C'est une situation extrêmement courante. Après, ça ne peut se faire que si vous avez devant vous une personne qui a une vision suffisamment claire de ce qui se passe, suffisamment safe pour pouvoir poursuivre. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, qui peut le plus peut le moins. On part du principe que ces what if doivent pouvoir être réalisés seuls. Si vous disposez de l'aide d'un binôme, tant mieux. Et c'est d'ailleurs souvent une procédure qui a été utilisée dans le cadre de la plongée en eau froide. Dans le cadre d'un givrage, la procédure consistait à tendre le détendeur qui fuit au binôme pour que le binôme suive le tuyau mis en cause jusqu'au robinet et fermer le robinet qui était en train de fuir. Donc le binôme peut jouer un rôle, mais toujours à adapter en fonction de l'environnement, de la pratique et de ça. Dans le cadre de la plongée spéléo, il y a effectivement un rôle que le binôme peut peut-être jouer aussi là-dedans. Donc il y a plein de cas, mais c'est des cas très spécifiques, mais le binôme jouera toujours un rôle, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure dans la gestion du stress. En filigrane, tout ça, ça se fait devant le binôme. Et d'ailleurs, vous noterez que là, cette procédure, je la réalise face à Kevin, en restant face à lui. Je ne m'isole pas, je ne m'en vais pas, et je reste dans une position, dans une posture corporelle qui pourrait amener Kevin à m'apporter assistance si je n'arrivais pas à en venir à bout. Manque de bol, Kevin il filme, et quand Kevin filme, il est un très mauvais binôme, et donc Nicolas a dû se débrouiller tout seul. On continue. On peut continuer, on peut continuer. Sauf si vous avez des questions, on est ouvert aux questions évidemment. Écoute, éventuellement, je te propose, Kevin, de poursuivre, comme ça on aborde une deuxième situation.
On a Arnaud aussi qui lui est peut-être même un peu à MacGyver. Je te laisse voir son commentaire pendant qu'on suit. Arnaud qui est Situation, un... ouais. Situation très courante en plongée souterraine. D'ailleurs, c'est souvent un des critères de sélection du matériel en plongée souterraine. C'est la capacité à pouvoir démonter facilement une gamelle de deuxième étage sous l'eau. Une gamelle de deuxième étage, c'est absolument pas un module de l'ISS, c'est très très simple, ça doit pouvoir se dévisser à la main. Et dans un environnement en souterraine où vous avez par exemple de la glaise, vous pouvez rapidement avoir un détendeur qui ne fonctionne plus si à un moment donné il avait traîné dans la glaise. Là, en le démontant rapidement, en le secouant dans l'eau, vous pourriez parfaitement le nettoyer et lui redonner toutes ses capacités. Donc Arnaud, bien sûr, je pense qu'il est essentiel quand on est plongeur souterrain d'avoir une capacité, d'avoir du matériel capable de pouvoir être démonté et d'être soi-même en capacité de démonter son détendeur hors de l'eau pour être capable de le faire éventuellement sous l'eau si le problème se présentait. Je continue. Merci Arnaud pour ce retour. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Et Nicolas, félicitations. Nous sommes 120 ce soir, donc beaucoup de personnes très intéressées. Super. Alors, donc là, je finis ma procédure. Là, c'est la fin de la simulation. Donc, je réouvre ma bouteille mise en cause. Je reviens sur mon détendeur principal. Et je vais respirer. Je vais revenir en mode nominal, donc à respirer sur mon tuyau long. Et je ne me souviens plus exactement quelle est la situation que nous allions évoquer après. C'était peut-être justement la situation de panne d'air. Alors juste pour s'arrêter une seconde sur le jargon spécifique, mais la première situation que je vous ai présentée là, avec la manipulation du bille-bouteille, on appelle ça le valve drill. C'est donc la manipulation des robinets sous l'eau. Et là, on va aborder la notion de S-drill, donc c'est la gestion du tuyau long face à la situation de panne d'air. Donc là, on a Kevin qui simule un geste panne d'air, et donc je vais lui tendre mon détendeur de secours selon une gestuelle qui est très précise, à savoir que je saisis mon détendeur principal de la main droite par le tuyau. Ma première réaction, c'est d'abord de me mettre en sécurité en prenant mon détendeur de secours en bouche, de lui tendre le détendeur pour que lui ensuite puisse respirer alors qu'il est en situation de panne d'air. J'attends son OK pour m'assurer qu'il a repris ses esprits. Je libère mon tuyau pour disposer de la plus grande longueur de tuyau afin de pouvoir poursuivre l'évolution dans les meilleures conditions. Donc là, vous nous excuserez pour la précision des images parce que c'est vraiment totalement simulé. Mais là, je propose à Kevin donc de se mettre en latéral avec sa main, de tenir le tuyau de manière à ce qu'on puisse se maintenir en côte à côte et de pouvoir réaliser un déplacement à l'horizontale sur une longue distance en étant en contact, voire même en touch contact, parce que là, l'un comme l'autre, on tient le tuyau qui l'alimente à la main, ce qui permet de maintenir un lien fort et de pouvoir évoluer très rapidement dans une bonne direction. Vous voyez aussi que là, il y a tout un intérêt à utiliser le tuyau long, c'est que quand on évolue dans des environnements qui peuvent nécessiter de passer l'un après l'autre, le tuyau long là permettrait que le binôme en situation d'incident puisse passer le premier dans les toitures, le deuxième le suivrait de près, mais ça permet aussi plus confortablement de se déplacer sur une longue distance à l'horizontale, alors qu'avec le traditionnel octopus d'1 mètre, à part tendre le détendeur de secours et amorcer une remontée immédiate, il n'est pas toujours simple de se positionner en côte à côte pour pouvoir réaliser un petit peu de déplacement. Une petite pause avant qu'on aille sur... ensuite, tu vas nous montrer différents équipements que tu as en double, je pense. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Est-ce que dans le chat, certains d'entre vous se sont déjà retrouvés dans la situation de la panne d'air ou alors, moi je sais qu'il m'est arrivé dans certains tournages, notamment en Égypte, mais c'était plus ou moins prévu par mes guides, où j'avais 2 guides justement dans une pénétration du Salem Express où j'avais tellement de caméras avec moi qu'on s'était mis d'accord avec mes guides pour que les deux aient une source de secours pour moi et en cas de problème de
failure d'un des deux guides, et ben justement la plongée s'arrêtait, mais j'avais toujours des sources alternatives d'air. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir aller sur le Longos ou sur la secondaire d'un de vos binômes? Je suis assez curieux de savoir. Alors, avant qu'on ait les réponses du chat, Kevin, moi j'aimerais te faire part d'un peu de quelques anecdotes personnelles en la matière. Euh, en tant que jeune moniteur, il m'est arrivé d'avoir un plongeur qui s'est retrouvé en situation de panne d'air pendant la plongée. Parce que la bouteille n'était pas suffisamment ouverte. On a cette tradition en plongée de toujours ouvrir la bouteille en grand et de revenir d'un quart de tour. Et ben lui, il avait juste ouvert sa bouteille d'un quart de tour. Et de cette façon-là, la bouteille, le détendeur lui donnait la possibilité de respirer pendant un long moment pendant la plongée jusqu'à ce qu'il atteigne 100 bars. Et à 100 bars, il y avait plus suffisamment de pression pour pousser la vis clapet du robinet. Et le plongeur s'est retrouvé en panne sèche. Et il s'y attendait pas. Ça a été une expérience assez folle pour lui à ce moment-là. Et bon, il a géré ça avec beaucoup de calme. Mais je pense qu'à ce moment-là, il avait un peu regretté d'être à une distance importante de, de son moniteur. Et la distance que l'on a dû parcourir l'un et l'autre pour pouvoir lui porter assistance, après que j'ai entendu un espèce de vieux grondement dans l'eau, nous aura donné à tous une belle chaleur. J'en profite aussi pour raconter une anecdote. Là, pendant que tu racontais la tienne, il y en a une qui m'est venue. Là, c'était plus en Indonésie. Et ça fait partie alors d'un autre effet. Lorsqu'on vous embête beaucoup à vous dire de garder 50 bars dans les bouteilles, en fait, c'est pas anodin. Si vous descendez au-dessous des 20 bars, déjà vous prenez toujours le risque que votre jauge que vous prenez dans un centre de club, dans un club de plongée de location en Indonésie, et se soit pris quelques coups et ne soit pas parfaitement exact. Donc déjà, n'ayez pas une confiance absolue en cette sonde. Mais au-delà de ça, ça peut faire rentrer de l'eau quand on atteint un certain niveau de pression à l'intérieur de la bouteille. Et moi, il y a quelque chose que j'ai expérimenté sur le terrain et qui a créé aussi une sorte une vraie panne d'air. La bouteille de cette personne avait dû accumuler de l'eau pendant des mois, et donc il y avait un fond d'eau à l'intérieur, et lorsqu'il s'est mis la tête en bas, cette quantité d'eau, alors normalement à l'intérieur de la robinetterie, on a une petite tige. Nicolas, tu dois sûrement connaître le nom de cette tige, moi je l'ai oublié, mais on a le tube plongeur. Le tube plongeur. Donc cette tige qui évite justement qu'un petit peu d'eau, lorsqu'on a la tête en bas, rentre dans le système. Et ben, il s'est avéré que cette tige était courte et que l'eau était abondante. Et lorsqu'il regardait la tête en bas des petits poissons cachés sous un caillou, il a respiré et tout s'est bloqué. Et on s'est rendu compte, il a fait une panne d'air, il est arrivé paniqué. On l'a pris en charge tout de suite, il n'y a pas eu de souci. Mais ça fait partie des raisons pour lesquelles vous n'allez pas finir complètement votre bouteille, vous voulez pas prendre le risque de faire rentrer de l'eau dans le système, parce que ça peut causer aussi ce genre d'incident. Moi je l'ai vu qu'une seule fois dans ma carrière, mais c'est arrivé. Mathis, s'ils inspectent les blocs, mais ça reste l'Indonésie, ils inspectent les blocs, ouais, ça arrive. Ouais. Enfin, après je vous dis ça il y a 10 ans, et puis une inspection annuelle, il peut se passer des choses en un an. Absolument. Et là, le cas que tu évoques, c'est un cas qui est malheureusement assez courant. Il y a eu pas mal d'accidents en la matière, des accidents mortels d'ailleurs. Il y a certaines professions d'ailleurs qui peuvent des fois se retrouver dans cette situation-là. Je pense à tous nos amis scaphandriers qui utilisent des bouteilles pas toujours pour respirer, mais aussi pour faire des opérations de levage. Et donc, quand vous allez à une certaine profondeur pour gaver un parachute d'air, si à la fin du remplissage on n'a pas conservé un petit peu de marge à l'intérieur de la pression de bouteille et qu'on a malencontreusement laissé un robinet ouvert, on n'est pas à l'abri d'avoir un peu d'eau qui rentre à l'intérieur. Cette eau-là, vous la mettez en pression à la plongée d'après, vous avez l'impression qu'il y a de la pression, en tout cas vous avez de la pression de gaz au manomètre, mais vous n'êtes pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Et plus il y a de l'eau dans la bouteille, l'eau n'étant pas compressible, moins vous avez de gaz. Donc au bout d'un moment aussi, c'est des choses à prendre en compte, quoi. Absolument, absolument. Je te propose, Kevin, qu'on passe à la suite. Effectivement, tu voulais nous montrer des images qui parlaient de redondance en matériel. La redondance, c'est un concept assez courant dans le domaine de la plongée tech, parce que l'aléa matériel peut arriver. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on a du mal à doubler, mais bon, c'est vrai qu'on n'arrive pas à prendre deux combinaisons, on n'arrive pas à prendre deux paires de palmes. En revanche, il y a certains éléments comme le masque
qui peuvent être un vrai problème. Il y a plein de situations. Alors, je peux faire une petite pause. Il y a plein de situations où on peut se retrouver malheureusement avec un masque soit qui disparaît parce on s'accroche quelque part, une sangle qui casse et on n'arrive pas à le retrouver, la visibilité est mauvaise, on prend un mauvais coup de palme, le masque casse. Moi, ça m'est arrivé sous l'eau d'avoir un masque dont toute l'armature plastique s'est fendue lors de la descente et que j'ai pas pu poursuivre la plongée sur ce masque-là. Donc, dans le cadre de la plongée technique, disposer d'un masque de secours, ça fait partie des bonnes habitudes. Hein. On part jamais sans un masque de secours dans la poche. Ça peut servir à soi, ça peut servir au binôme. En tout cas, c'est absolument indispensable. Alors là, la séquence que je vais vous proposer, c'est des petites astuces. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça, ça dépend aussi des environnements. Là, on est dans un environnement en mer, dans des conditions qui sont hyper agréables. Mais c'est pour discuter, pour montrer un certain nombre de choses, d'ailleurs certaines choses qui vont peut-être d'ailleurs vous faire rire. Mais c'est quand même pas mal d'avoir à l'esprit un certain nombre de sujets pour pouvoir réagir à cette situation-là. Donc Kevin, je te propose de continuer. Là, J'ai une question aussi, en Oui. parlant de redondance. J'ai entendu dire que la combinaison étanche faisait partie de la logique de la redondance lorsqu'il s'agit de plongée technique, parce que ça fait une redondance d'outils de flottabilité. Absolument. Alors, c'est une redondance sur la problématique de la gestion de la flottabilité et des volumes. En revanche, c'est pas un outil redondant sur la gestion de la protection thermique. C'est-à-dire que si jamais il y a fuite, il y a fuite, et on est trempé. Et voilà. Par contre, si effectivement on se retrouve dans une situation où on n'avait plus du tout de gilet, eh ben, le recours à la combinaison étanche pourrait être une solution de backup. Et dans le cadre du recycleur, l'utilisation du volume de boucle pourrait aussi être une solution de backup. Je continue. Donc là, je me retrouve pour une raison que j'ignore en situation de panne, de perte de masque. Alors là, j'aimerais bien que je revienne un tout petit peu en arrière sur ce que je viens d'expliquer. Le gros problème quand on n'a plus de masque, donc là tu peux revenir en arrière de quelques secondes, c'est que quand j'ai plus de masque, par définition, je vois plus rien. Je vois plus rien. Alors, je peux voir un certain nombre de choses. Je peux distinguer des grosses masses. Je peux distinguer des gros ensembles. En revanche, j'ai plus de précision et je n'ai plus le degré de finesse qui me permet de correctement me stabiliser avec le degré de précision que j'avais initialement avec un masque. Donc, souvent, le gros problème quand on n'a plus de masque, c'est comment je fais pour me stabiliser. Et alors ça, c'est une petite astuce que je vais donner éventuellement pour les préparants au niveau 4 ou au niveau 3 qui veulent pouvoir faire des vidages de masque très précis à des profondeurs importantes. Comment on fait pour s'assurer qu'on ne bouge pas de profondeur quand on n'a plus de masque sur le visage? Alors, je te propose de quasiment pas à pas d'avancer sur la vidéo pour comprendre le raisonnement. J'ai plus mon masque. Je m'interdis, dans cette situation-là, à partir de maintenant, je n'ai plus de masque, je m'interdis de compenser mes oreilles. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais légèrement descendre. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais provoquer une légère sensation de pression sur mon tympan, à la limite de l'inconfort. Mais je vais m'interdire de compenser mes oreilles. Et dans une situation comme celle-là, eh ben, tout simplement, je vais maintenir avec mon poumon balade, j'ai plus les yeux, mais je vais maintenir un niveau d'inconfort sur le tympan qui est constant. Et en étant constant, ben, j'ai la preuve par A plus B que je ne suis pas en train de descendre. Si j'ai la sensation de compensation de l'oreille à la remontée, ça je connais, c'est le quand je remonte. En revanche, cette légère sensation de pression, ça là, je peux être capable à la ventilation de la maintenir constante. Donc là, je peux poursuivre. J'ai cette sensation, je ne sais pas si tu as pu, voilà, j'ai cette légère sensation, toujours pas, je ne compense pas les oreilles. Et désormais, mon point de repère, c'est mon tympan. Et je me concentre que là-dessus. Mes yeux peuvent être ouverts pour distinguer les grands ensembles, mais c'est la pression sur mon tympan qui va me permettre de savoir où j'en suis en termes de profondeur, et je vais maintenir ça constant. Et désormais, je vais focaliser sur ma ventilation pour maintenir un niveau constant, et je vais récupérer mon masque pour mettre sur le visage. Je récupère, je m'assure que je mets le masque dans le bon sens.
Là, le chat est en folie et moi aussi, hein, je la connaissais pas cette astuce. Je trouve ça génial. Les gars, faites des clips. Ça, on va l'envoyer au montage. On va avoir un monteur qui va dérocher. Ça, faut qu'on en fasse un clip. C'est vraiment une super astuce. Merci. Voilà, donc là, je mets mon masque sur le visage et alors là, c'est le moment, tu peux faire une petite pause, Kevin, parce que c'est Ouais. le moment où vous allez peut-être encore rigoler. Mais la plupart du temps, les plongeurs tech ont toujours dans la poche un masque de secours. Ce masque de secours, il est pas toujours adapté à la morphologie, il est pas toujours, c'est pas toujours le masque préféré, mais on l'a avec soi. Bon, c'est un choix qui se discute. Moi, il me paraît important d'avoir un masque de secours, un masque qui vous convienne. Et la première chose qu'on apprend lorsqu'on fait sa première plongée, c'est qu'avant d'aller dans l'eau, il faut cracher dans son masque. Et quand on met son masque de secours dans la poche, ben soit on n'y pense pas, soit on pense que ça va pas marcher, mais c'est un masque dans lequel il faut aussi cracher. Parce que si vous récupérez votre masque de secours, mais que vous n'avez pas craché dedans au préalable, vous allez vous retrouver immédiatement avec un masque qui va refaire de la buée. Donc vous avez un nouveau masque, mais vous voyez rien dedans. Donc la situation, elle n'est pas tip-top. Alors qu'est-ce que je peux faire? Ben, il y a une situation, Demande-leur de deviner. Voilà, Demande-leur de deviner. là, je suis en train de vous indiquer que je me retrouve en situation d'avoir de la buée dans mon masque et donc je ne suis pas très très confort. Donc ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je subis ça jusqu'au bout ou est-ce que peut-être je trouve une autre solution? Mais effectivement, je trouve une solution et Camille, je te félicite. Et effectivement, ben, on va pas pouvoir cracher dedans parce que ça va pas très très bien fonctionner. En revanche, alors Kevin, tu peux poursuivre, mais je peux me permettre. J'ai dû le faire, ça, il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai fait. Vraiment, mes élèves étaient surpris. Voilà, donc je vais retirer mon masque. Là, je m'assure, effectivement, j'ai tout intérêt à accumuler une grosse quantité de salive dans la bouche. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais sous l'eau. Là, vous voyez ma grosse langue dégueulasse qui s'agite dans le masque. Et je lèche le masque. Et bien là, vous pouvez être certain que, sauf si vous avez un masque vraiment qui est particulièrement sujet à la buée, vous allez remettre ça sur le visage et vous allez pouvoir finir votre plongée tranquillement. Alors, c'est pas la panacée, mais en tout cas, si on n'y a pas réfléchi avant, si on n'y a pas pensé avant, eh ben, on n'aura peut-être pas forcément la possibilité de le faire. Donc, ben, pourquoi pas? Ça fait partie des solutions qui fonctionnent. Je pense là que nous avons la miniature de notre vidéo là, ici, voilà. Parfait. Je te remercie, Kevin. Au cas où vous auriez mal vu. Quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'avoir d'ennemis. Voilà. Bon, donc c'était pour la déconnade, mais ça fait jamais de mal de partager ce type d'astuce. Alors ça, évidemment, si vous devez vous entraîner, on s'entraîne pas la première fois Non, à tirer la langue à 40 mètres de profondeur. On essaie de faire ça dans des conditions choisies où vous n'avez pas le risque de boire à la tasse et de vous faire peur, quoi, évidemment. alors on va faire une petite pause. Non, Tony Lopez, je pense qu'on a vu et revu suffisamment. Enfin, je ne sais pas, est-ce que tu souhaites donner à Anthony Lopez Non, le plaisir de point trop non. d'infos, n'est-ce pas? Ouais, point trop d'infos. Alors, bah, on peut répondre à Phoenix. Je suppose que Phoenix est un débutant. Il demande comment vide-t-on le masque. Est-ce que peut-être toi tu as un drill simple? Alors même si là on n'est pas sur de la plongée technique, on est vraiment sur les basiques de la plongée, mais c'est toujours intéressant de juste de revoir ça. On peut le revoir là. Bah, tu vas faire un vidage de masque du coup vu que tu es en train de remettre le masque. Bah, je me mouche, je souffle par le nez en maintenant une légère pression sur le haut du masque et l'eau s'évacue toute seule par le bas du masque. Si l'air que tu injectes ne peut pas s'évacuer par le haut, cet air va vouloir s'évacuer par le bas, mais par le bas il y a de l'eau. Donc l'air que tu injectes pousse l'eau. Et ça marche. Bien dit. C'est quelque chose qu'on apprend très rapidement et qui peut être impressionnant pour certains, mais qui finalement, une fois qu'on a trouvé la sensation est très naturelle. Et donc là, on a des personnes, Lucienne qui va s'entraîner pour cette technique anti-buée. Bah, félicitations. Non, Johan, on va pas avaler l'eau par le nez. Il y a beaucoup trop d'eau dans l'océan, ça marche pas. Alors, en la matière, j'ai quand même une anecdote. Ah, tu veux parler des commandos pour de vrai?
Non, c'est pas les Non. commandos. C'est pas les commandos, c'est qu'il y a des années, effectivement, lorsque je faisais, il y a une dizaine d'années, je formais un plongeur au niveau 1 qui ne parlait pas français. Euh, Son anglais et mon anglais n'étaient pas, à mon avis, suffisamment à la hauteur pour qu'on se comprenne tous les deux. Et donc, sur la séance où je lui enseignais le vidage de masque, il avait l'air de parfaitement comprendre ce que je lui expliquais en surface, mais arrivé au fond, au moment où je lui ai fait faire son vidage de masque à 5 mètres, j'ai bien compris qu'il ne comprenait absolument pas ce que j'attendais de lui. Et sa seule réaction, ça a été de prendre une grande inspiration par le nez, et il a quasiment vidé intégralement son masque en inspirant l'eau du masque par le nez, et à avaler cette eau par la suite. Moi, j'étais horrifié dans mon masque de voir ce qui se passait, mais en fait, il s'en est sorti avec brio, mais on a dû éclaircir cette notion après, quoi. C'est une alternative à mettre dans votre boîte à outils. Ouais, Celle-là, à ok. éviter. À Je éviter. pensais pas que c'était possible. Euh, alors oui, effectivement, RC Tank, c'est surprenant qu'il n'y ait pas eu de plaquage de masque. Je sais pas. Je sais pas. Ah On ouais, est. ça a pas mal tout sauté quand même dans la foulée, donc c'est vrai qu'il y a du gaz qui est arrivé après sur un C'est malentendu, quoi. c'est un charpentier de l'impossible. Merveilleux. On peut Effectivement, dans ouais, éventuellement je t'en prie, je aborder t'en prie. une autre problématique. Si tu as d'autres vidéos à nous faire passer pour qu'on les commente. Alors, nous avions aussi, alors pas forcément dans la problématique, mais il y avait une séquence, celle qui va suivre, où tu nous présentais différents outils Oui, de alors effectivement, redondance. ouais, oui, absolument. Alors là, il s'agit Oh, absolument pas de. juste un point, je me Oui, permets de te couper parce qu'il y a une question qui est passée de Camrevo et moi pour le coup j'avais une petite réponse. Il te demandait, toi en humide et avec un système Revo parce que Cam Revo plonge en Revo et il a une humide. Et il te demandait où est-ce que tu rangeais le matériel de secondaire, genre masque et tout. Je sais qu'au centre, et moi je l'utilise aussi quand je suis avec une combinaison de chasse, on vend des shorts, en fait juste des shorts mais solides, hein, des shorts soit avec du néoprène très costaud, soit en Kevlar, soit dans des matières bien costauds, du, avec cor- des grosses du, du- poches. du Cordura, souvent. Ouais. Cordura, ouais, c'était ce que je cherchais. Donc tu peux acheter des shorts en Cordura, il y a du Marès, il y a du Apex, enfin, beaucoup d'options. Et donc tu enfiles ce short comme un short et tu as tes grosses poches et tu peux mettre tout ce dont tu as besoin en spare, quoi. C'est pratique. C'est pratique. Donc voilà. Donc voilà, on va voir maintenant quels autres outils de sécurité tu caches dans tes grosses poches, dans ta belle senti bleue. Effectivement. Donc là, c'est dans ma besace. Qu'est-ce que je cache? Donc, dans le sac de Mary Poppins, alors que j'ai mon masque de secours, on en a parlé tout à l'heure. Et là, Attends, il y a un auriez-vous un danger. type. Oui, je voulais juste. Non, Camrevo, c'est pas beau, ça c'est pas un argument, hein. Pardon. Donc, je disais, il y a un risque particulièrement en plongée, moi, qui m'obsède. Peut-être pour avoir vécu personnellement des situations un peu critiques en la matière. Mais c'est une situation qui concerne tous les plongeurs. Surtout dès qu'on se retrouve engagé. Qui dit de longues minutes, de longues heures passées sous l'eau, dans des situations parfois de navigation complexe ou alors avec beaucoup de courant, dit le risque, à un moment donné, de se retrouver à finir la plongée, à regagner la surface, mais d'être loin de tout et de tout le monde. De se retrouver en situation de dérive ou perdu, et de ne pas être en mesure de remonter sur un bateau pour rentrer sur la terre ferme. Alors ça, c'est une situation qui a été euh, souvent évoquée, pour certains expérimentés, mise en scène d'ailleurs au cinéma. Il y a un film, là, Open Water, assez terrible, de plongeurs en milieu tropical qui font une plongée et qui sont oubliés par le bateau et qui se retrouvent tout seuls au milieu de nulle part à devoir gérer l'isolement et à devoir sauver leur vie en étant tout seul au milieu de l'océan et à flotter. Ça, J'ai bossé là-bas. c'est une situation qui est terrible, terrible, que personne n'a envie d'affronter. Et nous, c'est des situations qu'on redoute, particulièrement quand on fait des plongées qui sont très éloignées de la côte. On a certaines plongées ici à plusieurs
à plus de 10 000 nautiques, où la Terre nous apparaît minuscule quand on sort de l'eau. Donc évidemment qu'il ne serait pas envisageable de pouvoir faire le retour à la nage. Et donc dans ce cadre, eh ben, on veut imaginer toutes les solutions pour pouvoir être retrouvé si à un moment donné la situation se produisait. Et il y a deux outils pour les plongées très engagées avec le risque de dérive qui s'impose à mon avis. Le premier accessoire, il est tout simple, c'est la lampe. C'est la lampe. Alors, pour en avoir discuté avec un pilote d'hélicoptère de la Marine nationale, avec des caméras à vision nocturne, un pilote d'hélicoptère est capable d'identifier la présence d'un scialume. Alors, le scialume, vous savez, c'est les petits bâtonnets qu'on casse, qui vont dégager une lumière assez légère. Il est capable de détecter ça dans le ciel à 10 000 nautiques, avec des lunettes à vision nocturne. Donc, vous imaginez, si vous disposez d'une lampe, de la capacité à être repéré que vous avez par ce genre d'appareil. La présence d'une lampe vous permet d'être repéré à plusieurs dizaines de milles nautiques. Donc s'il y avait un accessoire indispensable que vous devez d'avoir avec vous dans des plongées où votre risque de dérive est important, c'est une lampe. Parce qu'à la nuit tombée, c'est un accessoire qui va vous permettre d'être plus facilement repéré. Le deuxième, là, en la matière, je pense que le risque est tellement grand qu'on peut se permettre d'user de redondance, c'est la balise de détresse. Désormais, même pour les plongées les plus simples à 10 mètres de profondeur dans des conditions choisies où vraisemblablement le risque n'existe pas, j'ai toujours dans la poche une balise de détresse. Alors il en existe de plusieurs types. Il y a des balises de type AIS qui permettent d'envoyer sur les VHF un signal de détresse. Moi j'ai opté pour une situation plus chère, plus onéreuse, mais qui est encore plus fiable. À savoir une balise qui fonctionne par réseau GPS, par réseau Iridium, et qui permet d'envoyer soit à un centre de secours, soit au bateau, au pilote, la position précise de la position précise de votre présence dans l'eau par réseau satellitaire. Et ça, dans des plongées vraiment très engagées, alors effectivement, c'est un billet, un appareil comme ça coûte dans les 400 €, un abonnement, ça coûte dans les 15 €, mais quand on plonge dans des conditions qui sont dures et que ce risque-là est élevé, il faut se poser une question fondamentale, c'est à combien est-ce que vous évaluez le coût de votre vie, quoi. Et je pense que quelques centaines d'euros, quand on a déjà investi beaucoup d'argent dans un bouteille, un recycleur, un scooter, il faut vraiment relativiser la pertinence de cet investissement. Ça fait partie, moi, des choses que je compte acheter dès que je mettrai dans mes poches pantalon. Donc moi aussi ça fait partie de mes hantises. Ça c'est arriver à la surface et pas voir le bateau ou pouvoir travailler dans des zones à courant, ça fait peur. On est bien d'accord. On est bien d'accord et les exemples sont malheureusement très nombreux dans certaines. Bah, quand on travaillait en Australie, on avait les guides, elles étaient fournies par le bateau parce qu'à l'endroit où on était, on avait un seul bateau qui lui-même était à 2 heures de l'île principale où on travaillait, qui elle-même était à 3 heures d'avion de la ville la plus proche. Donc ouais, c'était en Australie, ouais. Ouais, ouais. Alors, ma balle pose la question de comment s'appelle cette balise. Il en existe plusieurs. La plus courante qui est utilisée en plongée, c'est la Nautilus Life, qui est une balise qui fonctionne en AIS et qui nécessite un peu de travail de paramétrage. Et là, celle que j'utilise, moi, c'est une Garmin InReach, qui, elle, par contre, fonctionne avec un abonnement, comme un fournisseur d'accès au réseau satellitaire, à savoir le réseau Iridium. Est-ce que vous avez des questions? Bah du coup, tu viens de répondre à ma balle. La Garmin de quoi? Celle que je porte, la MK3i? Non, je pense pas. Peut-être, Kevin, qu'on pourrait lancer la Oui, bien dernière sûr. vidéo.
Excusez-moi. qui est une vidéo Est-ce qu'il y avait d'autres intéressante. Ouais, matériels que tu voulais celle-ci, montrer? voilà. Non, c'était voilà. Ouais, et la Non, lampe, c'est bon, je effectivement, pense. la lampe, tu montres aussi la lampe. Ouais. Donc la lampe qui fait partie des outils à repérer en surface. Donc maintenant, Maintenant, là, patatras, tu as fini une plongée et il va te manquer du gaz pour la déco. alors voilà, là, c'est exactement ça. On a tous entendu sur les bateaux de plongée les consignes d'un directeur de plongée qui vous indique qu'est-ce qu'on fait dans l'hypothèse où on se retrouve en fin de plongée à devoir venir à bout de la déco, que la quantité de gaz elle est insuffisante. Là, je lis mon manomètre et je me dis ça ne passera pas. Ça ne passera pas, j'y arriverai pas. Alors j'ai peut-être eu une fuite, j'ai peut-être eu un incident, j'ai peut-être tiré sur la corde, j'ai fait des erreurs ou pas. En tout cas, j'y arrive pas. Et là, désormais, mon seul salut, si je ne veux pas shunter mes paliers obligatoires, ça va être de récupérer du gaz, soit de mon binôme, si j'ai en face de moi un binôme qui est dans une situation différente de la mienne, je peux espérer que mon binôme puisse me fournir du gaz pour venir à bout Oh, ouais. de la situation. Excuse-moi, Si c'est pas le cas, je vois des questions. On posait la question par rapport au miroir, comme ça on clôt l'aspect marquage de surface. j'y crois pas une seule seconde. Voilà. Ah, réponse J'y crois claire. pas une seule seconde. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du soleil, que le soleil soit bien positionné, que l'on arrive à orienter le rayon du miroir vers la personne qui nous recherche. Bon, pourquoi pas. Je j'ai pas tellement d'avis sur la question, mais je suis un peu sceptique. Là quand même, là t'as pris les pincettes. On est passé de j'y crois pas une seule seconde à un peu sceptique. Bon, donc on continue sur le parachute. Absolument. Donc le parachute, donc là, je me retrouve dans une situation où j'ai pas la ressource en gaz pour finir. Mon binôme, s'il est là, n'est pas en mesure de m'aider, donc on va pas en sacrifier un pour sauver l'autre. Et donc, je n'ai pas d'autre solution de crier au secours à la surface. Donc là, les procédures pour accéder à la ressource surface, au bloc de secours surface, il peut varier en fonction des centres. Nous, notre procédure, c'est la suivante, c'est que on va toujours déployer un premier parachute en direction de la surface. Donc là, j'ai mon spool, je suis à 15 mètres de profondeur. Je jette mon parachute à la surface, bien gonflé. Et là, bon, déjà, j'attire l'attention de mon bateau en matérialisant ma position. Dans la foulée, je vais verrouiller mon spool et je vais récupérer un deuxième parachute. Et là, chez nous, peu importe la couleur, et d'ailleurs vous allez voir, peu importe la couleur, on va même récupérer un parachute bicolore. Donc je vais utiliser un parachute que je vais relier en direct, sans spool, à ma ligne principale. Et donc je vais le solidariser à ma ligne principale en utilisant un mousqueton. Et une fois que ce deuxième parachute va être relié à ma ligne principale, je vais le gonfler et le laisser suivre la direction du premier fil pour qu'une fois arrivé à la surface, il se présente en côte à côte, serré avec le premier parachute. Et donc, c'est un signal que nous, on a mis en place au sein de la structure, mais c'est le signal auprès de la sécurité surface que l'on a besoin de récupérer un gaz de secours. Ce signal reçu par la surface va mettre la sécurité surface en alerte, va amener la sécurité surface à s'approcher dans les meilleurs délais de la ligne du parachute, des parachutes en surface, pour que le pilote puisse nous envoyer le gaz de secours. Il ne peut pas s'agir dans cette opération d'une situation d'urgence, enfin d'une situation d'urgence vitale, immédiate. Et à ce titre, d'ailleurs, même dans les plongées les plus profondes, cette procédure, elle n'est mise en œuvre que pour récupérer du gaz de déco. Sur des plongées au trimix où on va utiliser et du gaz fond et du gaz déco, on est en mesure d'envoyer au fond jamais autre chose que du gaz déco. On n'envoie pas du gaz fond. On ne fait pas un signe panne d'air à la surface pour dire envoie-moi du gaz, sinon dans les 10 secondes, je vais me noyer. Là, ce gaz-là, il sert uniquement à venir à bout de la déco. Donc, on va envoyer un gaz, souvent un gaz nitrox ou de l'oxygène pur pour pouvoir venir à bout de la déco. Et donc, une fois que le bateau s'est approché de ma bouée de surface, je vais me préparer à pouvoir donner quelques mètres de mou
de mon spool au bateau pour que le pilote puisse hisser les 2 parachutes en surface sur le bateau et accrocher sur cette même ligne le bloc de secours qui va ensuite être balancé à l'eau pour que je puisse le récupérer. L'avantage de cette technique par rapport à d'autres, parce que des fois il se pratique le recours à un bloc de secours directement accroché à un bandeur, ce qui peut être une solution qui est très efficace et qui est d'ailleurs rapide à mettre en œuvre. En revanche, dans des situations où la visibilité de l'eau est pas bonne, ou que la profondeur où on a besoin de la bouteille est importante, on pourrait vous envoyer une bouteille sur pendeur, elle passerait à 3 mètres de vous, que vous ne la verriez pas, alors que là, de cette façon-là, quand le pilote va vous accrocher la bouteille et que le bloc de secours va venir vers vous, il va forcément vous venir dans les mains. Alors vous avez tout intérêt à utiliser des bouteilles d'un poids apparent raisonnable. C'est sûr que si vous accrochez en bloc de secours sur une ligne de ce type, un gros bloc 15 litres lourd, le bloc va descendre très très rapidement. Et il faudra être extrêmement vigilant. Alors là, vous voyez cette bouteille qui va descendre le long de la ligne et forcément, vous la récupérez. Et vous avez cette bouteille qui vous descend dans les bras et directement réception à celui qui en a le plus besoin pour finir la décompression. Une fois que vous avez récupéré cette bouteille, s'agissant d'une situation d'urgence, l'obsession, c'est pas forcément d'avoir une bouteille qui soit hyper bien accrochée. Ce qui compte, c'est qu'elle soit solidarisée, que vous l'ayez sur vous pour ne pas la perdre. Mais une fois que vous l'avez sur vous, vous allez pouvoir rapidement la déployer, ouvrir le robinet, déployer le détendeur des élastiques et respirer dessus pour pouvoir finir votre décompression dans les meilleures qualités. Dans des typologies de plongée très complexes, rien n'empêche qu'on imagine des procédures où il y aurait plusieurs blocs de secours sur le bateau et selon un timing précis ou alors un code de communication un peu plus complexe, de disposer des différentes bouteilles qu'on a sur le bateau à intervalles réguliers pour pouvoir finir des plongées avec des très très grosses DTR. C'est une explication très très complète. Là, le chat, il n'y a plus aucun message. Je suis en fréquence de discussion à 0. Tout le monde est en train de regarder la vidéo. Et j'en profite aussi pour te féliciter, Nicolas. Nous sommes à 142 spectateurs simultanés. On est à 8 spectateurs de notre corps. Incroyable. Les watifs et la sécurité, ça inspire beaucoup de gens. Et je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas fait, vu qu'on est 140, à cliquer sur le pouce en l'air. Ça aide au référencement de la vidéo. C'est important parce que les lives aussi sont mis en avant par la chaîne. Ah, et sont attentifs sur 20, ouais. Alors, j'en profite pour répondre à une question qui a été posée, c'est qu'effectivement, pour le caisson du Garmin InReach, le caisson est vendu pour être étanche jusqu'à 100 mètres. Moi, dans mon cas, je l'ai amené très régulièrement jusqu'à 120 et ce caisson fonctionne très très bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais par contre, moi jusqu'à présent, je l'ai depuis déjà un paquet d'années. C'est un appareil qui est d'une très très belle finition, extrêmement solide, qui souffre d'aucun point de faiblesse, aucun point de rouille. Et donc c'est quelque chose de très efficace et qu'on peut conserver avec soi très longtemps. Non, on a plusieurs bons retours. Alors Arnaud qui nous partage aussi une anecdote sur un burst disc. Le burst disc, c'est pas dans le code du sport, ça j'en suis sûr. Le burst disc, j'ai oublié ce que c'est. Alors le burst disc, c'est au niveau de la robinetterie. Est-ce que c'est cette soupape de surpression qu'on a sur les robinetteries de type anglo-saxonne? Arnaud, peux-tu nous éclairer? Là, je pense qu'on va arrêter la vidéo, on va retourner sur le PowerPoint. Sur le PowerPoint, ouais, sur le... Volontiers. Parce qu'après, une fois que tu as fait ta déco, on n'a plus grand-chose à ajouter. En tout cas, moi je te remercie. Les conseils, c'est le disque de sécurité. Ouais, c'est une valve de surpression. Ouais. Ok. Burst, bah ouais, burst, c'est. Ok. Alors, revenons-en aux incontournables du circuit ouvert. Bah, ça, c'est ce qu'on a vu justement ensemble. Oui. Ah, et l'essoufflement.
nous allons donc l'aborder, l'essoufflement. J'en profite avant que tu avances ce point-là. S'il y a parmi vous des plongeurs qui viennent de ma communauté ou qui viennent du monde récréatif, c'est-à-dire de la plongée à 20 mètres tranquillou pilou ou 30 mètres tranquillou pilou, l'essoufflement fait sûrement partie de mes gros apprentissages et de mes grandes découvertes entre guillemets en termes de gravité, parce que je ne l'avais jamais vu comme quelque chose d'aussi dangereux, et tu vas nous expliquer pourquoi, j'en suis convaincu. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas, je vais pas dire minimisé, mais je ne le voyais pas de la même façon. Et aujourd'hui, je me rends compte effectivement qu'il est très très problématique à bien des égards. Tu me confirmes que tu es en train de me parler de l'essoufflement, Kevin, c'est ça? De l'essoufflement, oui. Absolument. Dans l'essoufflement, en tout cas dans les plongées que moi je faisais à 15 mètres, principalement en Indonésie, ou 20 mètres, c'était un problème, mais qui n'entraînait pas la même chaîne de conséquences que l'on va avoir dans des plongées plus engagées, voire très engagées. Oui. Alors, le cas de l'essoufflement, la situation de l'essoufflement, je me suis permis d'appeler ça le danger absolu. Il y en a peut-être parmi vous qui ont vécu l'expérience. Si c'est le cas, ça serait intéressant que dans le chat, vous pourriez nous en faire un rapport aussi précis que possible sur ce que vous avez ressenti, sur la réaction que vous avez pu avoir en fonction du gravité du niveau d'essoufflement que vous avez connu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on ne peut pas parler d'essoufflement sans évoquer les situations qui mènent à l'essoufflement. Les situations les plus courantes qui pourraient générer la situation d'essoufflement sont souvent le courant, qui est un danger très, très, très important en plongée, qui amène à faire beaucoup d'efforts souvent pour conserver le contrôle sur l'itinéraire de la plongée. La mauvaise condition physique, une mauvaise maîtrise de la technique de la ventilation, un matériel mal réglé. En tout cas, et dans le cadre des recycleurs, une mauvaise gestion de la chaux. Mais la situation de l'essoufflement, il y a l'essoufflement qui est clairement l'essoufflement qui s'installe et qui amène une situation d'inconfort dans la ventilation. Ce dont il faut se méfier absolument, et le stade qu'il ne faut jamais dépasser, c'est le niveau d'essoufflement qui entraîne à la panique. Parce que souvent, on évoque la situation du plongeur paniqué. La panique, la genèse de la panique, c'est souvent l'essoufflement. C'est-à-dire cette saturation, cette intoxication en CO2 qui provoque un trouble dans la réflexion qui est tel qu'il n'y a plus de capacité à raisonner. Donc l'essoufflement, c'est un danger qui est tel qu'on n'a pas beaucoup de solutions pour le résoudre. Donc comme on n'a pas beaucoup de solutions pour le résoudre, surtout quand c'est un niveau d'essoufflement qui est très élevé, on doit évidemment mettre le paquet sur la prévention. Et la prévention, ça passe par une maîtrise absolue de la ventilation, un contrôle. Alors là, parmi les petites astuces, qu'est-ce qui permet quand on est en circuit ouvert ou en circuit fermé d'être certain qu'on n'est pas en situation d'essoufflement? C'est la capacité à maintenir une petite apnée expiratoire à la fin de l'expiration. Quand dans votre cycle ventilatoire, vous arrivez à maintenir quelques secondes d'apnée à la fin de votre expiration, vous avez le contrôle. Si vous n'y arrivez plus, quelque part, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans votre processus de ventilation lié à une surproduction de CO2, soit à une mauvaise évacuation, soit à une mécanique ventilatoire qui ne fonctionne pas. Dans tous les cas, vous devez de prévenir ce risque-là. Et il est important de rappeler, on l'avait évoqué lors de notre premier live, c'est qu'on ne peut pas parler d'essoufflement sans évoquer la mécanique, la logique de la mécanique ventilatoire. Quand on ventile, que ce soit dans l'eau ou hors de l'eau, là on est tous en train de respirer sans y réfléchir, c'est que notre organisme a été conçu pour réguler de manière autonome la pression partielle de CO2 dans l'organisme. Dès que le CO2 augmente, de manière autonome, végétative, réflexe, la fréquence ventilatoire s'accélère. Mais quand on dit ça, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, de manière totalement autonome, l'organisme ne sait que inspirer. Il ne sait pas ventiler. Et donc, pour assurer une ventilation de qualité, la ventilation de qualité, ça ne peut pas être la ventilation seulement autonome et réflexe. C'est forcément la ventilation consciente. Donc, sous l'eau, le plongeur, surtout quand il se confronte à une situation d'effort, une situation environnementale difficile, il se doit de concentrer son esprit sur la qualité de sa respiration en insistant sur la qualité de son expiration. C'est ça qui va lui permettre de garder le contrôle. Et si vraiment on avait atteint le niveau critique de l'essoufflement avéré, s'il y avait quelques bonnes décisions à prendre, c'est
d'absolument se forcer à souffler le plus longtemps possible, d'essayer de maintenir quelques apnées expiratoires et de remonter, parce que le maintien à la profondeur est de toute façon un élément critique. Donc s'il y avait une seule chose à faire pour sauver sa couenne dans ces moments-là, c'est de remonter et d'insister sur l'expiration. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Enfin, tout le monde est de ton avis, effectivement. Alors là, Errata qui nous parle des exercices de remontée assistée pour le MF1. Je suis pas sûr que ça se fasse toujours, les remontées stable vide de 25 mètres. Non, ça c'était un exercice qu'on faisait au niveau 4 qui ne se pratique plus, mais c'était effectivement un très très beau pourvoyeur d'essoufflement à l'époque. Ouais, ouais, c'est bien de ces exercices qui Ouais. créaient des problèmes qu'on voulait éviter. Alors, je te propose qu'on Ouais, avance sur je regardais le chat en même temps. Donc la Voilà, dérive. la question de la dérive est une question qu'on a évoquée tout à l'heure, donc on va pas y revenir. Après ça, on avait la question de la perte de gaz sur l'image suivante, qu'on a également traitée en vidéo pour voir quelle était la procédure de récupération du gaz. Alors, je ne sais pas si Kevin, tu es passé à l'image suivante ou pas. On est à l'image suivante sur la dérive. Donc gérer le risque d'isolement. Je me permettais de répondre à Voilà, quelques messages dans le chat. ok. Voilà, donc là, tu peux passer à avancer de deux diapos parce qu'on a déjà, La on a dérive, nous déjà l'avons évoqué. vu. Réagir Ouais. au manque de gaz, nous l'avons vu. Ça, et j'en profite pour faire un coucou à Cam, dont il sait que je suis un grand, grand fan de cette image qu'il avait faite il y a quelques années et que je ne peux pas m'empêcher de réutiliser régulièrement. Ah, Cam qui fait de très très belles images. C'est le moins qu'on Ah, puisse dire. on a des anecdotes d'essoufflement dans le chat si tu veux les lire pendant que j'avance les images. Je vois Arnaud qui a plein, plein de très belles histoires à nous raconter et qui me dit que je me suis effectivement forcé à m'arrêter et à souffler. Donc là, c'est une très, très bonne réaction à une situation d'essoufflement. S'obliger d'interrompre tout effort parce que le CO2, le CO2 est un gros producteur, l'effort est un gros producteur de CO2. S'obliger à forcer pour améliorer le renouvellement du gaz. En situation d'essoufflement, dans l'esprit du plongeur, souvent, ce qui résonne, c'est j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'inspirer, mais en réalité, c'est un faux ami. C'est une réaction totalement reptilienne, mais s'il y avait une bonne chose à faire, c'est de souffler le plus longtemps possible, à la fréquence la plus élevée, mais c'est de renouveler le gaz et certainement pas de remplir ses poumons au maximum. Euh, Amen. c'est bien qu'on poursuive, peut-être qu'on finisse là-dessus. Les what if, il y en a beaucoup, hein. Là, on en a évoqué quelques-uns, on vous a montré quelques échantillons, on va dire, pour dire un peu qu'est-ce qu'on a dans la besace et quelles sont les réflexions qu'on a pu mener sur le sujet. Il y en a plein d'autres qui peuvent être très intéressantes et pertinentes dans votre cadre de pratique. Je pense à la perte d'orientation, alors que ce soit dans un environnement labyrinthique ou pas, sur des sites de plongée en pleine eau, enfin en pleine eau ou en mer, qui demandent des navigations complexes. Le risque d'orientation peut exister. Donc, en la matière, il y a peut-être des dispositions à prendre. La perte de visibilité, Un même quand on classique. dispose d'un masque, voilà, la perte de visibilité, alors ça, c'est un apprentissage très, très, très courant en plongée souterraine, qu'on se doit d'apprivoiser. Alors, au début, ça peut être très anxiogène. Et après, à force de pratique, ça peut aussi vous permettre d'élargir l'éventail de vos sensations et de vos points de repère sous l'eau. Mais le travail sans masque ou le travail avec un masque occultant est extrêmement bénéfique et permet de disposer de ressources à la fois techniques et, euh, et psychologiques dans des situations où vous n'avez plus du tout de visibilité. Donc tous ceux qui évoluent en plongée souterraine dans des environnements très 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 opaques connaissent ça très bien et le pratiquent souvent. Mais ne soyez pas étonnés si vous lancez dans une formation en plongée souterraine de passer quelques heures sous l'eau avec les yeux totalement masqués. Cela vous permettra de vous préparer à cette éventualité. Des cas aussi que l'on redoute, comme la perte de lestage. Alors, dans certains cas où on se rend compte que ce serait une situation assez difficile. Je crois que d'ailleurs, Kevin, aujourd'hui, même si c'était choisi, tu t'es retrouvé dans le cas de devoir gérer plonger avec pas beaucoup de plomb sur le dos. Mais c'est une situation qui pourrait se produire. À ce titre, d'ailleurs, ça m'amène à parler de matériel. Mais
comme on redoute en plongée technique la situation de perdre son lestage, on se doit de refuser le recours à du matériel qui pourrait rendre cette situation probable. C'est-à-dire que les traditionnelles poches à plomb, largables, à mon sens, elles n'ont pas leur place en plongée technique, hein. Ces poches qui peuvent se décrocher juste avec une friction ne peuvent pas être utilisées pour de la plongée engagée avec du palier. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Parmi toutes ces situations de what if, je pense qu'il est important de se poser la question de la réaction à la situation de perte de connaissance d'un binôme. Moi, j'ai fait C'est personnellement. quelque chose, tu as une crise apathique une fois, pas de perte de connaissance, mais de perte de contrôle moteur. Alors, moi, il m'était arrivé il y a quelques années d'avoir une perte de connaissance totale sur une plongée dans la zone des 60 mètres, mais qui n'était pas lié à un problème de plongée, qui était une espèce de malaise vagal. Ça arrive sur la terre ferme, pourquoi est-ce que ça n'arriverait pas sous l'eau? Bon, ben, j'ai eu la chance ce jour-là d'être accompagné d'un plongeur qui a eu la bonne réaction pour me sortir de là. Et donc, du coup, ça fait partie aussi des sujets que l'on aborde quand on dispense les formations Trimix, les formations Extended Range, sur comment est-ce qu'on réagit à ces situations-là. Comment est-ce qu'on les évalue, comment est-ce qu'on les gère, comment est-ce qu'on va arbitrer aussi les éventuels risques pour le sauveteur, et comment on sort de là dans les meilleures conditions. La situation de perte de binôme, hein, qui est un grand classique de la plongée qu'on apprend dès le niveau 1 sur comment je gère la perte du binôme. Leur dis pas, demande au chat s'ils savent justement. Ouais, ça serait intéressant, mais surtout, moi, ça m'intéresserait de savoir comment est-ce que vous envisagez la gestion de la perte de binôme dans une plongée engagée. Dans une plongée engagée sur épave, par exemple, quelle serait la procédure que vous voudriez mettre en application pour gérer cette situation? Donc voilà. Et les situations peuvent être encore très nombreuses. Alors après, le listing est sans fin. Le listing est sans fin, mais si tu as une mutualisation des gaz aussi, ça peut amener justement à beaucoup de problèmes. Si tu perds une des personnes avec mutualisation des gaz, là c'est dramatique. Ça peut être une des implications. Si effectivement ce jour-là Murphy s'invite à la table et que vous avez dans le même temps effectivement une perte de binôme et une perte de gaz, là vous cumulez deux incidents qui peuvent effectivement ensemble devenir tragiques. Donc voilà, c'est le cas. Alors là, je vois les réponses qui sont des réponses très courantes, hein, qu'on voit, c'est je tourne sur moi-même, à 360 pendant une minute, je cherche, et si je ne le trouve pas, je remonte. Alors c'est vrai, c'est ce qui nous est souvent enseigné, mais dans certaines conditions de plongée, si vous faites une plongée sur épave avec beaucoup de courant, et que au moment où tout le monde se perd, vous remontez au parachute au milieu de nulle part, bah, vous allez avoir certainement des palanquets qui vont se décomposer, se disloquer. Donc, est-ce qu'il n'est pas pertinent des fois de prévoir lors du briefing que dans l'hypothèse d'une perte de binôme, dans les conditions les plus rapides, on s'achemine vers la zone de fin de plongée qui a été programmée pour que tout le monde espère se retrouver en fin de plongée dans la zone terminale où tout le monde devait de toute façon finir la plongée pour optimiser les chances de se retrouver, et donc de disposer de la mutualisation qu'on avait peut-être prévue, et faciliter le regroupement de tout le monde aussi pour la sécurité surface. Dans certaines plongées, la perte de binôme, si elle doit entraîner à la situation de dérive, elle est il n'est de toute façon pas pertinent de remonter en pleine eau. C'est une remarque très pertinente parce que c'est arrivé à une collègue à moi lorsque je travaillais au Portugal. On était sur la zone de Ocean Revival avec des épaves à 30 mètres de fond, et j'ai une collègue qui a dû faire remonter sa palanquée dans un bleu complet avec une mauvaise visibilité. Donc on est vraiment sur une remontée même pas à la bulle parce que tu vois à peine ton coude. Donc de la remontée via ordinateur, et heureusement tout s'est bien passé, mais la palanquée a explosé. Il y avait des binômes qui ont dérivé un peu partout à la surface. J'en profite pour rebondir sur une remarque de Paul qui me fait penser à quelque chose. Effectivement, Paul, tu as tout à fait raison que dans la situation de perte de binôme, des fois, la lampe est plus visible que les bulles. Donc, c'est une excellente façon quand on fait son 360 pour se faire remarquer. Il y a un autre élément que je n'ai jamais, moi, au cours de toutes les formations que j'ai pu recevoir quand j'étais plongeur, que j'ai jamais entendu, mais qui me paraît pourtant déterminant, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer votre capacité à attirer l'attention
de vos binômes avec le son. Il est très facile de grogner dans un détendeur, il est très facile, alors surtout en recycleur, de grogner dans un embout, mais on peut plus facilement attirer l'attention d'un binôme en grognant dans un détendeur qu'avec de la lumière ou en tirant une palme. Donc ne sous-estimez jamais dans une situation d'urgence votre capacité à attirer l'attention de quelqu'un en faisant du bruit. C'est bien noté, effectivement. C'est rigolo parce que c'est quelque chose que moi, comme tu le dis, tu l'as jamais entendu, mais moi, j'ai jamais dit. Donc, je le rajouterai à mes conseils. On se dirige on se dirige vers la fin, là. vers la fin, vers les best practices. Remarque, c'est pas plus mal, il va être 11h, on est toujours 130. Merci les amis d'être restés jusqu'ici, 131 spectateurs à 11h un mardi soir. J'espère que c'est une preuve que ça vous plaise quand même. Johan, vous voulez la démonstration du phoque? Écoutez, je rafraîchis la page. Un instant. Il y a combien de likes là? Ok, on est à 82 likes. Si on atteint les 100 pouces en l'air, je vous fais le son du phoque que j'utilise sous l'eau pour attirer votre attention. Mais il faut qu'on soit à 100 pouces levés. Là, on est à 82. Il manque 18 pouces levés pour que vous entendiez le brame magistral du phoque malouin sous-marin de Marseille. Alors, peut-être on pourrait finir sur ces quelques notions. Je vous ai parlé de best practice. C'est souvent intéressant de se dire, bon voilà, si demain je veux, les notions qu'on a évoquées me plaisent, m'intéressent, c'est peut-être le moment justement de reconsidérer ma façon de plonger, d'aller plus loin peut-être dans les what if que je pratique déjà. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne et que vous voulez rajouter à votre panoplie de plongeurs, moi, je vous invite à vous faire accompagner là-dedans. Alors, nous, on fait ça à travers certaines formations, comme les formations Intro to Tech, Extended Range, StreamX, SideMount. C'est vraiment toutes des formations sur lesquelles on va aborder ces questions-là. Et dans ce processus-là, la première des questions que vous devez toujours vous poser, c'est que établissez une liste de what if qui soit pertinente avec vos besoins. Et vous devez rédiger une liste de what if qui soit cohérente avec votre environnement, avec votre objectif, avec vos fantasmes de plongée. Mais ne vous aventurez pas dans des choses qui sont hors champ, mais par contre, soyez exhaustif. Une fois que vous avez listé tous ces cas, dans des conditions choisies, il ne faut pas que l'entraînement vous rajoute du risque, mais pratiquez la mise en œuvre de ces procédures. Réalisez-les sous l'eau avec un moniteur ou alors dans vos plongées dans des conditions propices, mais faites-le. Une fois que vous êtes entraîné, que vous avez mis en œuvre ces procédures, vérifiez bien leur pertinence, leur cohérence, la capacité à être mise en œuvre. Une fois que ça fonctionne, recyclez-vous régulièrement. Ne faites pas l'apprentissage des what if pour vous dire c'est acquis ad vitam aeternam et je n'ai plus besoin d'y revenir désormais, je suis un cador en la matière. Parlant de cador, une des grandes qualités d'un plongeur dans la prise en compte de ce risque potentiel, à mon sens, la plus grande des qualités, c'est l'humilité. À la seconde où vous avez le sentiment que vous maîtrisez toutes ces notions, que vous êtes imbattable, que vous êtes super fort et increvable, c'est là que le danger commence. N'ayez jamais, je vous en conjure, la certitude que vous êtes au top. Celui qui pense ça, il est en danger et vous devez toujours cultiver un petit peu de vigilance, pour ne pas dire un peu de paranoïa, dans les éventuels mauvais tours que la Grande Bleue peut vous jouer. Soyez aussi très objectif avec vous-même, ça va un peu avec l'humilité, mais c'est votre capacité de remise en question. Vous pouvez entendre des choses et des approches qui sont peut-être plus efficaces que les vôtres. Si vous avez, d'ailleurs, dans tout ce que vous avez entendu, des choses qui vous paraissent être plus efficaces que ce qu'on vous a évoqué, de grâce, partagez-les, mais aidez-nous à nous remettre en question. Vous-même, remettez-vous en question. Et en la matière, il y a, moi, je trouve une tradition en plongée qui me surprend toujours beaucoup, c'est que les plongeurs font souvent leur briefing pré-plongée
En revanche, il n'y a jamais de débriefing précis, circonstancé sur le fonctionnement de la plongée, sur le bon déroulement de la plongée, sur l'aspect technique de la plongée. Et il en va de votre sécurité, de votre capacité à progresser, que de toujours, au décours de la plongée, d'évoquer avec son binôme ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et surtout quand on met en œuvre des procédures, de confronter sa réalisation de la procédure avec ce qu'en a vécu le binôme pour voir si, de son point de vue, c'est efficace ou pas. Et développer, et ça va avec la capacité de remise en question, une grosse objectivité dans votre capacité d'analyse. Si jamais dans votre gestion des what if et dans votre appréciation, dans votre approche de la plongée, devant les situations d'incident, votre réaction c'est toujours le oui mais, en général, la rhétorique ne trompe pas, mais c'est qu'il y a un problème. Vous pouvez vous trouver des explications, vous pouvez vous trouver des excuses, vous pouvez essayer de vous arranger avec vous-même sur un certain nombre de questions. Il ne faut jamais, au grand jamais, perdre de vue que c'est toujours l'eau qui aura le dernier mot et avec elle, on ne peut pas négocier. Donc à ce titre, faites preuve d'une humilité et d'une objectivité implacable, avec un grand degré de vigilance et un petit peu de paranoïa, et ça sera vos meilleures armes pour que vos futures plongées soient aussi engagées que safe et qu'on puisse atteindre cet objectif, à savoir continuer à pratiquer des plongées engagées avec un degré de risque qui soit inférieur à celui d'un open water à 15 mètres. Je trouve que c'est une bonne fin pour le live. On peut faire quand même un petit tour si vous avez des dernières questions. Mais pour ma part, je te remercie, Nicolas. Merci à toi, Kevin, pour ce moment, toujours aussi agréable et riche avec tous les internautes. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Est-ce que vous avez peut-être d'éventuelles questions à ajouter? Attention, Nicolas, on a changé de cadre, donc si tu te rapproches de l'écran, ta tête va être très belle mais très grosse. Sage, ceci étant que nous avons dépassé les 100 likes, donc peut-être que je me suis un petit peu moqué de toi sur l'échange de masques, mais ça va être ton tour. Moi, je vais vous faire le brame du phoque sous-marin. Donc, ce qui est dit est dit. Alors, blague à part, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en faisant de l'apnée. Je sais pas si j'ai envie d'être là en fait. Non, mais c'est quelque chose que j'ai appris au niveau de l'apnée. Je ne saurais pas vous expliquer exactement comment on le fait, mais vous le faites avec cette partie-là, et ça donne ce son-là, et ça marche bien sous l'eau. Et tu peux le faire sans faire de bulles. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé en apnée, ça ne demande aucun gaz. Parce que si vous criez dans vos détendeurs, ça va vous prendre du gaz. Mais ça, ce son-là, vous faites... et ça s'entend bien. Vous pouvez le faire très fort. Voilà. Et c'est le brame du phoque. Et les phoques font à peu près ce bruit-là sous l'eau, c'est assez rigolo. Donc quand vous avez un phoque de 300 kg qui commence à faire ce bruit-là, ça veut dire généralement qu'il faut lui laisser son petit espace. Bon, je sais pas si tu vois les commentaires, mais ils sont très très positifs. Donc je pense qu'on peut remercier tout le monde, on a encore 115. Je vais te laisser le mot de la fin, Nicolas, je vais te laisser remercier qui tu souhaites. Si tu veux à nouveau refaire un mot pour ton ami de l'introduction, c'est possible aussi. Enfin, comme tu fais ce que tu veux, je te laisse conclure ce live, et je vous remercie tous d'avoir été là et de répondre présent. Il n'y aura pas de live la semaine prochaine. Les Radiothèques Marseille sont mensuelles. Je me permets cependant de faire ma publicité, Nicolas. Pour ceux qui veulent voir des vidéos, il y en a sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui veulent voir des lives où moi je parle un petit peu d'envers du décor, c'est sur Twitch et c'est tous les mercredis à 21h. Et pour ceux qui veulent des lives que avec moi, pas avec Nicolas, eh bien sachez qu'on a mis en place une communauté privée, j'en parle sur toutes mes vidéos, donc n'hésitez pas à y faire un saut. Et maintenant, je te laisse le mot de la fin, Nicolas, et je te remercie, et je pense que tout le chat peut te remercier, Nicolas, pour son cours magistral ce soir. J'ai appris beaucoup de choses, c'était très intéressant. Kevin, je te remercie encore une fois parce que tu m'as traîné depuis quelques mois sur un terrain qui n'était pas le mien et que jusque-là je n'affectionnais pas particulièrement, et donc je t'en remercie. Je remercie aussi tous les internautes qui sont là ce soir. Il y a pas mal de copains là, je pense à Cam, Loïc, Lucienne, tous les fidèles de la structure que je vois régulièrement, qui sont pour des amis pour la plupart. Donc merci à vous tous pour votre fidélité. C'est très encourageant, et bien évidemment qu'on a envie de continuer à vous donner
des informations de qualité et du contenu de qualité pour la suite. Donc, n'hésitez pas aussi dans le chat à nous faire part éventuellement des sujets que vous aimeriez voir abordés pour la suite. Pour nous, c'est très riche. On n'a pas toujours le recul pour savoir ce qui vous ferait le plus plaisir. Donc, notre objectif, c'est de vous faire plaisir. Donc, si vous avez des sujets qui vous touchent et que vous aimeriez qu'on traite, c'est très volontiers. On est un peu en retard parce que, effectivement, comme tu le disais, Kevin, c'est une émission mensuelle. Et donc là, on est le 3 ou le 4 septembre. Et on est donc sur le numéro du mois d'août. Donc, bon, On n'a pas réussi. un petit retard, mais j'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Il y en aura beaucoup d'autres. Merci à tous pour votre présence. Et comme tu l'évoquais, je continue et je voudrais conclure la séance. C'est une tendre pensée pour mon copain Patrice, qui malheureusement ces jours-ci nous a quittés en pratiquant cette activité qu'il affectionnait tant. Pour les copains, quand on se croisera, je ne pourrai pas m'empêcher de vous raconter le dernier moment que j'ai passé avec lui le soir où il nous a quittés. Il s'est permis de s'inviter dans mon sommeil et on a vécu un moment assez rare, qui était assez touchant, et je le remercie d'être venu me rendre une dernière visite avec autant d'humour comme il savait en faire preuve. Et ça fait partie de ces expériences un peu dures, mais qui nous rapprochent de cette communauté qu'on aime tant. Je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt.